Une fille s'approche d'un cheval, et il s'agenouille. La révélation sur ses parents a choqué tout le monde. L'aube se levait sur les marais de Camargue, teintant le ciel de rose et d'or. Dans la caravane aux couleurs passées, Amélie Dubois épongeait doucement le front de sa grand-mère avec un linge humide. La vieille femme frissonnait malgré la chaleur qui commençait déjà à s'installer en ce début d'été. « Grand-mère, comment te sens-tu ce matin ?» murmura la jeune fille, repoussant une mèche de ses cheveux noirs derrière son oreille. Esmeralda ouvrit des yeux fiévreux. « La même chose qu'hier, ma petite. Ce n'est rien, juste un mauvais moment à passer. » Mais Amélie n'était pas dupe. La toux qui secouait sa grand-mère chaque nuit s'aggravait, et les remèdes traditionnels romani n'y changeaient rien. Elle versa une infusion d'herbe dans une tasse ébréchée et aida Esmeralda à se redresser. « Bois ceci. J'irai chercher des médicaments à Arles aujourd'hui. »« Avec quel argent ?» soupira la vieille femme avant d'être interrompue par une quinte de toux. Amélie ne répondit pas. Leur communauté vivait de petits travaux saisonniers, de vanneries et de musique jouée sur les marchés. Mais l'hiver avait été rude et les économies épuisées. Elle savait ce qu'elle devait faire, même si cette idée lui nouait l'estomac. 2 heures plus tard, Amélie poussait la porte de la pharmacie d'Arles. L'air conditionné la fit frissonner dans sa robe légère. Le pharmacien leva les yeux de son comptoir et son expression s'assombrit imperceptiblement. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, son ton aussi froid que l'air du magasin. « Ma grand-mère est malade. Le docteur Moreau lui a prescrit ses antibiotiques la dernière fois. » Elle tendit une ordonnance froissée. Le pharmacien l'examina longuement, comme s'il cherchait un indice de falsification. « Ces médicaments sont chers, » dit-il enfin. 87 €. Amélie pâlit. C'était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. « Je n'ai que 30 €. »« Alors revenez quand vous aurez le reste, » répondit-il sèchement. « Je ne fais pas crédit. Surtout pas à... Enfin, vous comprenez. » Elle comprenait parfaitement. Surtout pas aux gitans, aux voleurs, comme les appelaient les habitants d'Arles. Elle serra les poings, ravala sa fierté. « S'il vous plaît, ma grand-mère est très malade. Je vous promets de revenir payer le reste dès que possible. » J'ai dit non. C'est la règle pour tout le monde. Son regard démentait ses paroles. En sortant de la pharmacie, les joues brûlantes d'humiliation, Amélie s'arrêta sur la place. Le soleil était déjà haut, faisant scintiller le Rhône au loin. Sa décision était prise. Elle devait trouver du travail, et vite. De retour au campement, elle s'agenouilla près d'Esmeralda qui somnolait. La vieille femme ouvrit les yeux, remarquant immédiatement l'absence de médicaments et l'expression troublée de sa petite fille. « Tu n'as pas pu les avoir », constata-t-elle simplement. « Je vais trouver de l'argent », répondit Amélie. « Je vais chercher du travail au Arras-Beaumont. » Esmeralda se redressa brusquement, déclenchant une nouvelle quinte de toux. Quand elle put enfin parler, sa voix était teintée d'inquiétude. « Chez Laurent Beaumont ? Cet homme méprise notre peuple. Il cherche du personnel. Marcel me l'a dit au marché la semaine dernière. Marcel est un gadjo au cœur bon, mais Beaumont... » La vieille femme saisit le poignet d'Amélie, son pouce caressant la marque de naissance en forme de croissant qui ornait sa peau. Cette marque signifie que tu parles le langage des âmes blessées. C'est un don précieux, mais certains le craindront ou voudront l'exploiter. Amélie sourit tendrement. Depuis son enfance, elle avait cette étrange capacité à calmer les animaux blessés ou effrayés. Les oiseaux tombés du nid, les chiens errants, même un renard pris dans un piège une fois. Il semblait de comprendre qu'elle ne leur voulait aucun mal. Ce n'est qu'un travail, grand-mère. Pour gagner de l'argent, rien de plus. À l'aube du jour suivant, Amélie marchait d'un pas déterminé vers le Arras-Beaumont. Son violon, enveloppé dans un vieux tissu brodé, était son seul bien de valeur. Elle l'avait hérité de sa mère, morte quand elle avait 5 ans. Son père, elle ne l'avait jamais connu. Les grilles du domaine apparurent au détour du chemin, imposantes et intimidantes. Le Arras-Beaumont était réputé dans toute la France pour ses chevaux de compétition. Laurent Beaumont, homme d'affaires parisien, y investissait une fortune, transformant des chevaux prometteurs en champions. À l'entrée, un homme trapu à l'air revêche l'attendait. Philippe, le contremaître. Son regard parcourut Amélie de la tête aux pieds, s'attardant sur ses vêtements simples
et son teint olive. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il sèchement. « Du travail. On m'a dit que vous cherchiez du personnel. Pas de gitans ici. Monsieur Beaumont est très clair là-dessus. » Amélie serra les poings, mais garda son calme. « Je sais travailler dur. Je n'ai pas peur des longues heures. » J'ai dit non. Il fit un geste pour la congédier. C'est alors qu'une femme d'une quarantaine d'années sortit du bâtiment principal. Grande, blonde, une blouse blanche sous sa veste légère. « Un problème, Philippe » demanda-t-elle. « Rien d'important, docteur Bonnet. Une gitane qui cherche du travail. » La femme observa Amélie avec curiosité. « Je suis Sophie Bonnet, vétérinaire du Haras. Nous avons effectivement besoin d'aide pour le nettoyage. Philippe exagère parfois la sélectivité de Monsieur Beaumont. Docteur, vous savez ce qu'il pense des... Donnez-lui une chance, Philippe. Nous avons besoin d'aide avec le nettoyage. Si ça ne convient pas, vous pourrez toujours la renvoyer. » Le contremaître hésita, puis céda avec mauvaise grâce. « Très bien, tu peux commencer aujourd'hui. Mais je te préviens, » ajouta-t-il en pointant un doigt menaçant vers Amélie. « Au moindre problème, tu es dehors. Et laisse ton baluchon à l'entrée. Je ne veux pas d'objets personnels dans les écuries. C'est juste mon violon, » protesta Amélie. « Peu importe, laisse-le ici. » À contre-cœur, elle déposa son instrument précieusement enveloppé dans une petite remise près de l'entrée. Sophie lui adressa un sourire encourageant avant de s'éloigner vers les écuries. La matinée passa en un tourbillon d'instructions lancées sèchement par Philippe. Amélie apprit les règles du Haras, les horaires stricts, les zones interdites. Elle fut assignée aux écuries les plus éloignées, celles que les visiteurs ne voyaient jamais. « Garde les mains loin des chevaux et des objets de valeur », l'avertit Philippe. « Tu es là pour nettoyer, rien d'autre. » Alors qu'elle commençait à balayer l'allée centrale, un rugissement de moteur annonça l'arrivée d'une voiture luxueuse. Laurent Beaumont en descendit, grand et élégant dans son costume sur mesure. Son regard froid balaya les lieux, s'arrêtant un instant sur Amélie. « Qui est-ce » demanda-t-il à Philippe qui s'était précipité à sa rencontre. « Une nouvelle pour le nettoyage, monsieur. Recommandation du docteur Bonnet. » Beaumont l'examina un moment, une moue désapprobatrice aux lèvres. « Garde-la loin des chevaux et des visiteurs. » Puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers le bâtiment principal. La journée s'étirait, interminable. Amélie nettoyait, vidait, récurait sous le regard suspicieux des autres employés. À midi, personne ne l'invita à partager leur repas dans la cuisine commune. Elle mangea seule, assise sur une botte de foin, son sandwich modeste entre les mains. C'est là qu'elle entendit les premiers murmures. 2 palefreniers parlaient à voix basse près d'une écurie isolée. « Dubois a encore essayé ce matin. Cette jument est impossible. 3 dresseurs blessés en 2 mois. Beaumont devrait l'abattre et arrêter les frais. Il a payé une fortune pour elle. Il ne renoncera pas facilement. » Curieuse malgré elle, Amélie s'approcha. Les hommes se turent à son arrivée, lui jetant un regard hostile. « Qu'est-ce que tu veux, toi » lança l'un d'eux. « Rien. J'ai entendu parler d'une jument difficile. » Ils échangèrent un regard, puis le plus âgé haussa les épaules. « Tempête. La jument du diable, comme on l'appelle ici. Un pur sang noir magnifique, mais sauvage. Personne ne peut l'approcher sans risquer sa peau. Que lui est-il arrivé ? Un incendie, il y a quelques années. Ses propriétaires sont morts. Elle a été retrouvée à des kilomètres, brûlée et à moitié folle. Beaumont l'a achetée pour une fortune à la vente aux enchères, convaincu de pouvoir la dompter pour le Grand Prix de dressage de Saint-Tropez. Cette histoire éveilla immédiatement quelque chose en Amélie. Une survivante, marquée par le feu et la perte, comme elle-même l'avait été à sa manière. Le soir venu, après une journée épuisante, Amélie s'apprêtait à rentrer quand une impulsion irrésistible la poussa vers l'écurie isolée. Elle récupéra discrètement son violon dans la remise et s'approcha silencieusement du bâtiment. L'écurie était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par une faible lumière. Un panneau sur la porte avertissait « Danger, ne pas approcher sans autorisation ». Les relents de foin frais et de cuir se mêlaient à une odeur plus âcre, celle de la peur animale. Amélie s'avança prudemment jusqu'à la dernière stalle. Et là, elle la vit. Tempête était une jument d'un noir profond, sa robe luisante malgré les cicatrices visibles qui parcouraient son flanc et son encolure. Grande et puissante, elle tournait nerveusement dans son box,
ses yeux sombres reflétant une méfiance sauvage. À l'approche d'Amélie, elle s'arrêta brusquement, oreilles plaquées en arrière, naseaux frémissants. « Bonjour toi », murmura Amélie en romani. « Tu as connu le feu, comme moi. » La jument frappa violemment la porte de son box, faisant sursauter la jeune fille, qui recula précipitamment. Le message était clair, « Reste loin de moi ». Amélie s'assit à distance respectueuse, défit le tissu qui protégeait son violon. L'instrument avait connu des jours meilleurs, mais sa sonorité restait pure. Elle commença à jouer doucement, une mélodie ancienne que sa mère lui avait apprise avant de mourir. Les premières notes s'élevèrent dans l'air immobile de l'écurie. Tempête s'agita davantage, frappant le sol de ses sabots. Amélie continua à jouer, sans la regarder directement, comme si la musique n'était destinée qu'à elle-même. Peu à peu, le vacarme des sabots diminua. Du coin de l'œil, Amélie vit la jument s'immobiliser, oreille dressée vers la source de la musique. Elle ne s'était pas apaisée, mais son attention était captée. Entre deux mélodies, Amélie parla doucement, mélangeant français et romani. « Moi aussi, je suis une survivante. Moi aussi, je porte des cicatrices que personne ne voit. » Elle joua encore une demi-heure, puis rangea son violon. Tempête n'avait pas bougé, l'observant avec une intensité troublante. Amélie se leva lentement. « À demain, peut-être », murmura-t-elle avant de s'éloigner. Ce qu'elle ne vit pas, c'était le vieil homme qui l'observait depuis l'ombre d'un pilier. Marcel, 70 ans, dont 50 passaient à s'occuper des chevaux du haras. Son visage buriné trahissait une surprise non dissimulée. La nuit suivante, Amélie revint. Puis la suivante encore. Chaque fois, elle s'asseyait un peu plus près de la stalle, jouait un peu plus longtemps. Tempête restait méfiante, mais ne montrait plus d'agressivité ouverte pendant la musique. Le troisième soir, après avoir joué jusqu'à ce que ses doigts soient endoloris, Amélie rangea son violon. « Bonne nuit, belle survivante », murmura-t-elle en se levant. Elle avait tourné le dos et fait quelques pas quand un hennissement doux la fit se retourner. Là, dans la pénombre de l'écurie, éclairée par les rayons de lune qui filtraient à travers les fentes du toit, Tempête avait fait quelque chose d'extraordinaire. La fière jument noire, celle que tous craignaient, s'était agenouillée sur ses jambes avant, tête baissée dans un geste qui ressemblait étrangement à une révérence. Marcel, qui observait encore secrètement, porta une main à sa bouche. « En 60 ans à m'occuper de chevaux », murmura-t-il pour lui-même. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Le lendemain matin, Marcel attendait Amélie près de l'entrée des écuries. Les premiers rayons du soleil éclairaient son visage ridé, marqué par des décennies de travail en plein air. Lorsqu'il aperçut la jeune fille, il s'approcha d'un pas lent mais déterminé. « J'ai vu ce que tu as fait avec Tempête », dit-il sans préambule. « En 60 ans, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Amélie s'arrêta net, son balai à la main. « Je ne faisais rien de mal, je jouais simplement du violon. Je ne suis pas là pour te dénoncer, petite. Je suis curieux. » Il désigna un coin tranquille. « Viens, parlons un moment. » Méfiante, Amélie le suivit néanmoins. Marcel n'avait pas l'attitude hostile des autres employés. « Cette jument a brisé le bras de Jacques la semaine dernière, » commença-t-il. « Avant lui, c'était la jambe de Pierre et 3 côtes de François. Comment as-tu fait pour qu'elle s'agenouille devant toi ?»« Je n'ai rien fait, » répondit honnêtement Amélie. « J'ai juste été là, avec ma musique. » À ce moment, des rires moqueurs retentirent derrière eux. 2 palefreniers passaient, chargés de seaux. « Alors, la sorcière gitane parle aux chevaux maintenant ?» lança le plus grand. « Fais attention, Marcel, elle va te jeter un sort. » Marcel les ignora superbement, attendant qu'ils s'éloignent. « Ne fais pas attention à eux. La bêtise est la maladie la plus répandue ici. » Plus tard, dans la journée, alors qu'Amélie nettoyait une allée, elle surprit une conversation entre 2 employés. « Je ne comprends pas pourquoi Beaumont l'a engagée, » disait l'une. « Tout le monde sait que les gitans volent tout ce qui brille. »« Philippe la surveille comme un faucon, » répondit l'autre. « Elle ne fera pas long feu ici. » Amélie serra les dents et continua son travail. Elle avait l'habitude de ses préjugés, mais ils n'en étaient pas moins douloureux. À la fin de sa journée, Marcel l'attendait près de la remise où elle avait déposé son violon. Il tenait un livre ancien à la couverture usée. « J'aimerais te montrer quelque chose, » dit-il en ouvrant le volume.
Ces chevaux Camargue et ton peuple partagent cette terre depuis des siècles. Les pages jaunies montrèrent des dessins de chevaux blancs sauvages, galopant dans les marais, accompagnés de caravanes romanies. Sur certaines illustrations, des hommes et des femmes, aux vêtements colorés, semblaient communiquer avec les animaux d'une façon presque mystique. Avant les haras modernes et les courses de prestige, avant que des hommes comme Beaumont n'achètent et ne vendent des chevaux comme des marchandises, il y avait une autre relation entre l'homme et le cheval, expliqua Marcel, basée sur le respect mutuel, pas sur la domination. Cette nuit-là, Amélie retourna auprès de Tempête avec une nouvelle perspective. Elle avait cueilli de la lavande sur le chemin du retour et en déposa un petit bouquet près de la stalle avant de commencer à jouer. La jument semblait l'attendre, moins agitée que les soirs précédents. Ses naseaux frémirent en captant l'odeur de lavande. Amélie joua des mélodies plus longues, introduisant de légères variations, observant attentivement les réactions de l'animal. « La musique te parle, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle entre deux morceaux. Elle me parlait aussi quand j'étais seule après la mort de ma mère. Chaque soir de cette semaine, Amélie établit un rituel. Elle s'asseyait un peu plus près, jamais brusquement, toujours avec respect pour l'espace de Tempête. La jument la laissait progressivement réduire la distance, ses grands yeux sombres suivant chaque mouvement avec une intensité troublante. Une semaine plus tard, une agitation inhabituelle régnait au haras. Laurent Beaumont était de retour de Paris, et tous les employés s'affairaient à rendre les lieux impeccables. « Où en sommes-nous avec cette bête sauvage que j'ai payée une fortune ?» demanda-t-il à son entraîneur en chef, Paul Dubois, en inspectant les installations. « Cette jument est impossible, monsieur, » répondit Dubois, un homme trapu aux mains calleuses. « Elle attaque tous ceux qui s'approchent. Nous avons essayé toutes les méthodes conventionnelles. » Beaumont frappa du poing sur la barrière. « Si elle ne peut pas concourir, elle ira à l'abattoir de Lyon. C'est une question d'affaires. Je n'ai pas investi tout cet argent pour nourrir un animal inutile. » Sophie Bonnet, qui passait par là avec son matériel vétérinaire, s'arrêta en entendant ces mots. « Monsieur Beaumont, si je peux me permettre. »« Quoi encore, docteur Bonnet ?» soupira l'homme d'affaires. « Il y a peut-être une autre approche. La fille Romani a un don avec les animaux. Marcel m'a parlé d'une connexion remarquable entre elle et Tempête. » Beaumont éclata d'un rire méprisant. « Une voleuse gitane pour dresser mon cheval de pure race? Quelle absurdité !»« Qu'avez-vous à perdre ?» insista Sophie. « Vos méthodes traditionnelles ont échoué, et vous parlez déjà d'abattoir. » Après un long moment de réflexion, Beaumont céda avec réticence. « 2 semaines, pas un jour de plus. Et je veux des progrès visibles. » C'est ainsi qu'Amélie se retrouva officiellement chargée de travailler avec Tempête, sous les regards sceptiques des employés du haras. Le premier jour, elle s'assit simplement devant la stalle, avec de la lavande fraîche et son violon. « Elle ne dresse pas la jument », murmura une employée à une autre en passant. « On dirait qu'elles méditent ensemble. » Sophie, qui observait de loin, s'approcha d'Amélie pendant une pause. « Quelle est ta méthode exactement ?»« Je n'en ai pas vraiment, » admit la jeune fille. « Je l'écoute, je lui laisse le temps de m'écouter aussi. » La vétérinaire hocha la tête, intriguée. Elle sortit son stéthoscope. « Puis-je examiner Tempête pendant que tu es là ? Elle ne me laisse habituellement pas approcher. » À la surprise de Sophie, la jument, bien que nerveuse, permit l'examen tant qu'Amélie restait visible et continuait à parler doucement. « C'est extraordinaire, » constata Sophie en reculant. « Son rythme cardiaque est normal près de toi. D'habitude, il s'emballe dès qu'on s'approche. » Les jours passèrent, et les progrès, bien que subtils, étaient constants. Amélie parlait à Tempête pendant des heures, mélangeant français et romani, lui racontant des histoires de son enfance, des légendes de son peuple. La jument écoutait, ses oreilles pivotant pour suivre la voix d'Amélie, même lorsqu'elle se déplaçait autour de la stalle. Beaumont, impatient, venait régulièrement vérifier les avancées. « Je ne vois aucun progrès, » se plaignait-il. « Elle ne porte même pas de licol. »« Le progrès ne se mesure pas toujours en équipement, » répondait calmement Sophie. « Regardez comment Tempête réagit à sa présence maintenant. Il n'y a plus d'agressivité. » Au soir du 10e jour, des nuages sombres s'amoncelèrent au-dessus du haras. L'air était lourd d'électricité, annonçant un violent orage. Amélie terminait son service quand les premières gouttes tombèrent, rapidement suivies par un déluge accompagné d'éclairs aveuglants et de grondements de tonnerre.
Une agitation inhabituelle s'empara des écuries. Les chevaux, nerveux, s'agitaient dans leurs box. Mais au-dessus du vacarme de la tempête, un son particulier attira l'attention d'Amélie. Des hennissements terrifiés et des coups violents provenant de l'écurie isolée. Sans hésiter, elle courut sous la pluie battante jusqu'au bâtiment. Tempête était dans un état de panique totale, se jetant contre les parois de sa stalle, les yeux exorbités de terreur. Un éclair particulièrement violent déchira le ciel, illuminant brièvement l'écurie, et la jument se cabra en hennissant de façon déchirante. Le feu, comprit soudain Amélie. Les éclairs lui rappellent l'incendie. 2 palefreniers tentaient en vain de la calmer, gardant prudemment leur distance. « Éloignez-vous !» leur cria Amélie. « Vous ne faites qu'empirer les choses. »« Tu es folle ?» répliqua l'un d'eux. « Elle va se blesser ou démolir le box. » Ignorant leurs avertissements, Amélie ouvrit la porte de la stalle et se glissa à l'intérieur, trempée par la pluie. Tempête se figea un instant, surprise par cette intrusion, puis reprit son comportement frénétique, manquant de peu de piétiner la jeune fille. « Je suis là », murmura Amélie, se plaquant contre un mur pour éviter les mouvements désordonnés de l'animal. « Je suis là, Tempête, ce n'est pas le feu, juste de la pluie et du vent. » Elle continua à parler, sa voix douce et constante formant un contrepoint au chaos de l'orage. Petit à petit, les mouvements de Tempête se firent de moins violents. Amélie se risqua alors à tendre une main, touchant légèrement l'encolure de la jument. « Je suis là », répéta-t-elle comme une litanie. « Je suis là ». Sous ses doigts, elle sentait les muscles tendus de l'animal, et quelque chose d'autre, des cicatrices irrégulières, souvenirs de brûlures anciennes. Amélie laissa courir sa main le long de l'encolure puissante, caressant délicatement la peau marquée. C'est alors qu'elle la vit. Dans la lumière vacillante d'un nouvel éclair, une marque particulière sur le cou de Tempête attira son attention. Ce n'était pas une cicatrice de brûlure, mais une tache de naissance en forme de croissant de lune, identique à celle qu'elle-même portait sur son poignet gauche. « Impossible », murmura Amélie, les larmes se mêlant à la pluie qui ruisselait sur son visage, tandis que ses doigts tracèrent la marque en forme de croissant sur le cou de Tempête. Une marque identique à celle qu'elle portait sur son propre poignet, comme si toutes deux étaient marquées par le même destin bien avant cette rencontre. Les doigts d'Amélie tremblaient encore en traçant le contour de cette marque en forme de croissant, identique à la sienne. La tempête s'apaisait progressivement au dehors, comme si le ciel lui-même respectait l'intimité de cette découverte. Tempête, désormais calme, appuya doucement son museau contre le poignet de la jeune fille, à l'endroit précis où se trouvait sa propre marque. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura Amélie, perdue dans ses pensées. Elle resta ainsi de longues minutes, jusqu'à ce que des pas précipités résonnent dans l'allée centrale. Philippe apparut, une lampe torche à la main, le visage déformé par la colère. « Que fais-tu dans ce box ? Je t'avais interdit d'approcher cette jument. » Amélie se redressa, protégeant instinctivement Tempête de son corps. Elle paniquait à cause de l'orage. Elle aurait pu se blesser. « Sors immédiatement !» ordonna Philippe. Puis, constatant le calme inhabituel de la jument, il plissa les yeux avec suspicion. « Comment as-tu fait ça ?»« Je lui ai simplement parlé », répondit Amélie en quittant lentement le box, caressant une dernière fois l'encolure de Tempête. Le lendemain matin, un attroupement silencieux s'était formé près des pâturages. Les employés du haras, bouche bée, observaient une scène qu'ils croyaient impossible. Amélie conduisait Tempête hors de son box, une simple corde lâche posée sur son encolure. La jument noire marchait calmement à ses côtés, sans signe d'agitation. Philippe, qui supervisait le nettoyage des écuries, laissa tomber sa tasse de café sous le choc. « C'est impossible. Cette bête a presque tué Jacques la semaine dernière. » Amélie guidait Tempête avec douceur, lui parlant continuellement à voix basse, mêlant français et romani. La jument suivait chacun de ses pas comme une ombre, ses oreilles constamment orientées vers la voix de la jeune fille. Sophie Bonnet, alertée par la rumeur qui se répandait comme une traînée de poudre, arriva en hâte, son stéthoscope autour du cou. Elle resta à distance respectueuse, observant avec fascination. « Puis-je l'examiner ?» demanda-t-elle finalement à Amélie. « Après l'agitation d'hier soir, je voudrais vérifier qu'elle ne s'est pas blessée. » Amélie acquiesça, maintenant une main légère sur l'encolure de Tempête. « Approchez doucement et parlez-lui avant de la toucher. »
La vétérinaire suivit ses instructions, s'adressant à la jument d'une voix calme avant de poser son stéthoscope. À sa grande surprise, Tempête resta parfaitement immobile, permettant l'examen complet. « C'est extraordinaire », murmura Sophie en reculant. « Son rythme cardiaque est normal près de toi. Je n'ai jamais vu cette jument aussi calme depuis son arrivée. » La nouvelle se répandit rapidement au-delà des murs du haras. Des visiteurs et habitants des environs commencèrent à s'attarder près des clôtures, espérant apercevoir la fille gitane et le cheval sauvage, dont on parlait dans les cafés d'Arles. Un après-midi, alors qu'Amélie brossait délicatement la robe noire de Tempête dans le petit paddock isolé, elle remarqua une silhouette élégante qui l'observait depuis la barrière. Laurent Beaumont, lunettes de soleil relevées sur ses cheveux grisonnants, l'étudiait avec une intensité calculatrice. « Monsieur Beaumont souhaite vous voir dans son bureau », annonça Philippe en approchant quelques minutes plus tard. « Maintenant. » Le bureau de Beaumont contrastait fortement avec le reste du haras. Boiseries anciennes, tapis d'Orient, trophées étincelants alignés sur des étagères en acajou. L'homme se tenait debout devant une large fenêtre donnant sur les pistes d'entraînement. « Asseyez-vous, mademoiselle Dubois », dit-il en désignant une chaise en cuir. « J'ai une proposition qui va changer votre vie, petite. » Amélie resta debout, mal à l'aise dans cet environnement luxueux où chaque objet valait probablement plus que tout ce qu'elle possédait. « Le docteur Bonnet m'informe que vous avez réalisé des progrès impressionnants avec Tempête, » continua Beaumont. « J'avoue avoir été sceptique, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Voici ma proposition. Préparez Tempête pour le Grand Prix et vous gagnerez plus d'argent que vous n'en avez jamais vu. » Il poussa un document sur le bureau. « Un contrat de 6 mois. Salaire 5 fois supérieur à votre paye actuelle. Plus bonus si Tempête se qualifie pour les compétitions nationales. » Amélie parcourut rapidement le document, son malaise grandissant. « Monsieur Beaumont, je ne crois pas que Tempête soit prête pour des compétitions. Son esprit est encore blessé. Elle a besoin de temps, pas de spectacle. » Le visage de l'homme d'affaires se durcit imperceptiblement. « Vous ne comprenez pas l'opportunité que je vous offre. Cette jument m'a coûté une fortune. Elle doit rentabiliser mon investissement. » « Ce n'est pas une machine, monsieur. C'est un être vivant qui a survécu à un traumatisme terrible. » Beaumont se leva lentement, son sourire disparaissant. « Tu oublies qui commande ici. C'est moi qui décide du destin de Tempête et du tien. » Son ton avait changé, devenant glacial. « Cette jument m'appartient légalement. Vous travaillez pour moi. Si vous refusez de préparer Tempête pour les compétitions, je trouverai quelqu'un d'autre qui le fera, avec des méthodes plus conventionnelles. » La menace était à peine voilée. Amélie sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait ce que signifiaient ces méthodes conventionnelles dans le monde des compétitions équestres de haut niveau. « Je vous laisse réfléchir jusqu'à demain », conclut Beaumont en lui tournant le dos, signifiant que l'entretien était terminé. En sortant du bureau, Amélie croisa Sophie qui attendait dans le couloir, le visage inquiet. « Que t'a-t-il demandé ?»« De préparer Tempête pour le Grand Prix. Je lui ai dit qu'elle n'était pas prête. » La vétérinaire soupira profondément. « Fais attention, Amélie. Beaumont n'est pas habitué à entendre « non ». Les jours suivants, Amélie sentit un changement subtil dans l'atmosphère du haras. Philippe la surveillait constamment, chronométrant ses interactions avec Tempête. Les autres employés, qui commençaient à peine à l'accepter, redevenaient distants, comme s'ils avaient reçu des instructions. Un matin, en arrivant au haras, elle remarqua un petit groupe de personnes près de l'entrée. Des pêcheurs aux mains calleuses, des lavandières, un vieux berger, des gens simples du voisinage. Une femme âgée s'avança, lui tendant un petit bouquet de lavande fraîche. « Pour vous remercier, » dit-elle simplement. « Me remercier ? Mais pourquoi ?» Marcel, qui passait par là, s'approcha en boitillant légèrement. Beaumont a pris leur terre, leur droit de pêche. Il voit en toi quelqu'un qui lui tient tête. Les jours suivants, d'autres petits présents apparaissaient mystérieusement. Pain frais enveloppé dans un linge propre, amulettes tressées, herbes médicinales pour sa grand-mère. Un soutien silencieux mais significatif. En fin d'après-midi, alors qu'Amélie terminait sa séance avec Tempête, un homme d'une 50aine d'années, au visage tanné par le soleil et aux vêtements simples mais propres, l'aborda près des écuries.
Mademoiselle Dubois, je suis Jean-Pierre Mercier, du Rancho Camargue. Amélie connaissait ce petit élevage modeste, spécialisé dans les chevaux blancs de Camargue. Un endroit respecté pour son approche traditionnelle et son respect des animaux. J'ai entendu parler de votre connexion avec Tempête, continua Jean-Pierre. Ce que vous faites est remarquable. Merci, mais je ne fais rien d'extraordinaire. Je l'écoute, c'est tout. C'est justement ce qui est extraordinaire dans ce monde. Il hésita avant d'ajouter « J'ai une proposition à vous faire. Je pourrais acheter Tempête et vous garder toutes les deux ensemble, à mon ranch. Sans pression de compétition, juste du respect. » Cette offre inattendue émut profondément Amélie. « Vous feriez cela ? J'ai économisé toute ma vie. Je peux faire une offre décente à Beaumont. » L'espoir qui avait brièvement illuminé le cœur d'Amélie s'éteignit rapidement quand Beaumont, informé de l'offre par Jean-Pierre lui-même, éclata d'un rire méprisant. « Cette jument vaut 10 fois votre ranch entier, Mercier, » déclara-t-il avec dédain. « Retournez à vos poneys sauvages et laissez les vrais professionnels s'occuper des pur-sang. » Ce soir-là, Amélie rendit visite à sa grand-mère, le cœur lourd. Le campement Romani semblait plus vivant qu'à son départ. Esmeralda allait mieux grâce aux médicaments qu'Amélie avait pu acheter avec son salaire. Assise près du feu, Amélie raconta à sa grand-mère la découverte de la marque sur Tempête. « C'est comme si nous étions liés par quelque chose de plus fort que le hasard, » conclut-elle, montrant son propre poignet où la marque en croissant semblait luire à la lumière des flammes. Esmeralda resta silencieuse un long moment, ses yeux noirs reflétant le feu. Les anciennes histoires parlent d'âmes qui se retrouvent à travers le temps. Peut-être que ce n'est pas votre première rencontre. Que veux-tu dire ? Certaines connexions transcendent l'explication rationnelle, ma petite. Dans notre tradition, on dit que les âmes marquées du même signe sont destinées à se retrouver, vie après vie. Amélie médita ces paroles sur le chemin du retour, traversant les marais où la lune se reflétait dans les eaux calmes. L'idée que Tempête et elle puissent partager un lien si profond expliquait cette compréhension immédiate, cette reconnaissance mutuelle qui les avait unis dès les premières notes de violon. En arrivant au haras le lendemain matin, Amélie fut accueillie par une vision qui la glaça. Des affiches colorées étaient placardées sur les murs. Démonstration extraordinaire, la gitane et la jument sauvage, annonçait-elle en lettres flamboyantes, avec une date, le dimanche suivant, dans à peine 5 jours. « Qui a autorisé cela ?» demanda-t-elle en arrachant l'une des affiches, alors que Philippe passait à proximité. Le contremaître sourit avec malveillance. « Monsieur Beaumont investit beaucoup d'argent dans la promotion. Des Parisiens riches ont déjà acheté des billets pour voir le miracle gitan dimanche prochain, que tu sois disposé ou non. » Les mains d'Amélie tremblaient de colère tandis qu'elle froissait l'affiche entre ses doigts. Le sourire narquois de Philippe brûlait dans son esprit alors qu'elle se dirigeait à grands pas vers le bureau de Sophie. Elle devait parler à quelqu'un, trouver un conseil, une solution. « Beaumont ne peut pas faire ça !» s'exclama-t-elle en entrant dans le petit bureau vétérinaire où Sophie classait des dossiers. La vétérinaire leva les yeux, surprise par cette entrée fracassante. « Faire quoi ?» Amélie lui tendit la fiche froissée. Cette démonstration. Il n'a même pas daigné m'en parler. Tempête n'est pas prête pour un spectacle public. Sophie examina la fiche, son expression s'assombrissant. Je comprends ta colère, mais légalement, c'est son droit. Il possède Tempête et t'emploie. Alors je dois simplement obéir, transformer notre travail en cirque pour amuser ses amis riches ? Marcel entra à ce moment, son visage ridé témoignant de son inquiétude. J'ai vu les affiches. Tout le pays en parle déjà. Les trois s'assirent dans le petit bureau, formant inconsciemment un conseil de guerre improvisé. Sophie suggéra qu'Amélie utilise cette opportunité pour démontrer une approche différente du dressage. « Ne vois pas cela comme un spectacle, » expliqua-t-elle. « Vois-le comme une leçon, une façon de montrer qu'il existe d'autres méthodes que la force et la domination. » Marcel acquiesça lentement. « Sophie a raison. Si tu refuses, Beaumont trouvera quelqu'un d'autre qui utilisera des méthodes que Tempête ne supportera pas. » À contre-cœur, Amélie reconnut leur logique. Cette démonstration aurait lieu avec ou sans son consentement. Au moins, en y participant, elle pourrait protéger Tempête. Pendant ce temps, dans les archives vétérinaires,
où Sophie l'avait envoyé chercher d'anciens dossiers, Amélie fit une découverte inattendue. En organisant des boîtes poussiéreuses, elle renversa accidentellement un carton jauni marqué « Incident de feu 2004 ». Des photographies s'éparpillèrent sur le sol. Elle montrait Tempête juste après son sauvetage, blessée et terrifiée. Mais ce qui frappa Amélie, c'était que les détails des légendes, jument retrouvée près des marais de Saint-Gilles et non pas près du manoir des Valois, comme on le racontait communément au haras. Perplexe, elle rassembla soigneusement les photos et retourna voir Sophie. La vétérinaire examina les clichés avec attention, son front plissé par la concentration. « C'est étrange. Ce n'est pas près du manoir des Valois comme tout le monde dit. C'est près des marais, où votre communauté campait. Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Amélie, sentant une étrange appréhension l'envahir. « Je ne sais pas encore, » répondit Sophie. « Mais ces incohérences méritent d'être éclaircies. » Marcel, qui les avait rejointes, pâlit en voyant les photos. « Je me souviens de cet incendie. Un campement Romani a brûlé la même nuit. Plusieurs personnes sont mortes. Cette révélation frappa Amélie comme un coup au cœur. « Ma grand-mère m'a trouvé cette nuit-là, » murmura-t-elle. « Elle a toujours dit que c'était un miracle que j'ai survécu, seule dans les marais. » Un silence lourd s'installa dans la pièce alors que les implications de cette coïncidence commençaient à prendre forme. Sophie se leva brusquement, déterminée. « Je vais vérifier les archives municipales. Si 2 incendies ont eu lieu la même nuit dans la même région, il doit exister des rapports officiels. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Tandis que le haras bourdonnait de préparatifs pour la démonstration, Amélie partageait son temps entre Tempête et cette enquête improvisée sur le passé. Sophie revint des archives municipales avec des documents troublants. « Tempête a été trouvée à moins d'1 kilomètre de l'endroit où tu as été découverte », expliqua-t-elle en étalant des cartes et rapports. Les 2 incendies, celui du manoir des Valois et celui du campement Romani, se sont produits exactement la même nuit. Cette révélation poussa Amélie à rendre une visite urgente à sa grand-mère. Le soir tombait sur le campement lorsqu'elle arriva, essoufflée d'avoir couru depuis l'arrêt de bus. Esmeralda l'accueillit avec surprise. « Que se passe-t-il, ma petite ? Tu as l'air bouleversée. »« Grand-mère, je dois savoir exactement où et comment tu m'as trouvée la nuit de l'incendie. » La vieille femme s'assit lentement, ses yeux s'assombrissant au souvenir de cette nuit tragique. « Oui, je t'ai trouvé près d'un bosquet d'arbres. Tu avais des brûlures légères, comme si quelqu'un t'avait protégé du feu. Et mes parents ? Jamais retrouvés. Nous avons supposé qu'ils avaient péri dans les flammes. Y avait-il des animaux près de moi quand tu m'as trouvé ?» Esmeralda la regarda avec curiosité. « Pourquoi cette question après toutes ces années ? C'est important, grand-mère. S'il te plaît, essaie de te souvenir. » La vieille femme ferma les yeux, fouillant dans ses souvenirs. « Des traces, de grands sabots dans la boue autour de toi. J'ai pensé que c'était un des chevaux Camargue sauvages. Pourquoi ?» Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une façon qui semblait impossible et pourtant, la marque de naissance identique, la connexion inexplicable, et maintenant cette coïncidence géographique et temporelle. Sur le chemin du retour vers le haras, des images fragmentées envahirent son esprit, comme des souvenirs qui n'étaient pas vraiment les siens. Flammes dévorant une structure en bois, cris désespérés, un hennissement puissant, la sensation d'être soulevé et transporté loin du danger, à travers les marais sombres. Cette nuit-là, Amélie s'assit dans le pré avec Tempête sous un ciel étoilé. La jument se tenait paisiblement à ses côtés, son souffle chaud créant de petits nuages dans l'air frais du soir. « Tu m'as sauvé, n'est-ce pas ?» murmura Amélie, caressant l'encolure puissante. « C'est pour ça que nous nous reconnaissons. » Tempête abaissa sa tête majestueuse, pressant doucement son nez contre la marque sur le poignet d'Amélie. Ce geste simple semblait contenir toute la confirmation dont la jeune femme avait besoin. Pendant ce temps, les préparatifs pour la démonstration s'intensifiaient. Des ouvriers montaient des tribunes temporaires. Des barrières étaient installées autour du grand paddock central. Des affiches toujours plus grandes annonçaient l'événement dans toute la région. Beaumont paradait dans le haras, distribuant des invitations personnalisées aux notables locaux, à la presse équestre et à de riches investisseurs potentiels. Il évitait soigneusement Amélie,
communiquant ses exigences à travers Philippe. Monsieur Beaumont veut que tu portes ceci pour la démonstration, annonça le contremaître en lui tendant un costume coloré et stéréotypé, orné de sequins et de franges exagérées. Il dit que c'est plus authentique. Amélie regarda le costume avec dégoût. Authentique? C'est un déguisement de carnaval. Je ne suis pas une attraction de foire. Tu feras ce qu'on te dit ou tu partiras, répondit Philippe avec un sourire mauvais. La veille de la démonstration, alors que le haras bourdonnait d'activité, Sophie prit Amélie à part. « J'ai trouvé autre chose », dit-elle à voix basse. Le rapport de police mentionne qu'une petite fille manquait après l'incendie du campement. Les recherches ont été abandonnées après 2 jours, quand on a supposé qu'elle avait péri dans les flammes. « Moi », murmura Amélie. « Très probablement. Et voici le plus étrange. Le rapport mentionne également qu'un témoin aurait aperçu une grande forme sombre emportant quelque chose à travers les marais cette nuit-là. Le témoignage a été écarté comme non fiable. L'homme était en état de choc. Cette nuit-là, Amélie ne put dormir. Elle se glissa hors de sa petite chambre et se rendit aux écuries. Tempête l'attendait, comme si elle avait senti son approche. Dans l'intimité des ombres, Amélie posa son front contre celui de la jument. « Demain, ils veulent un spectacle, » murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas ce que nous leur donnerons. Nous leur montrerons la vérité, notre vérité. » Le grand jour arriva, baigné dans une lumière dorée de fin d'été. Des voitures luxueuses s'alignaient dans le parking improvisé. Les tribunes se remplissaient rapidement, notables locaux, journalistes, curieux attirés par les rumeurs. Dans un coin discret des écuries, Amélie se préparait. Elle avait refusé le costume ridicule, optant pour une simple chemise blanche et une jupe longue bleue. Ses propres vêtements, propres mais simples. Son violon soigneusement accordé reposait à ses côtés. Sophie et Marcel vinrent à lui apporter leur soutien. « Beaumont est furieux pour le costume », prévint Sophie. « Mais il ne peut plus reculer maintenant. »« Que vas-tu faire exactement ?» demanda Marcel inquiet. « La vérité ?» répondit simplement Amélie. « Je vais leur montrer ce qu'est vraiment la connexion entre 2 êtres. » Un brouhaha d'excitation parcourut la foule lorsque Beaumont prit place sur l'estrade. Vêtu d'un costume impeccable, il s'empara du microphone avec l'aisance d'un homme habitué au projecteur. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous allez voir la magie gitane dompter la bête sauvage, » annonça-t-il avec emphase théâtrale. « Une démonstration unique de l'extraordinaire méthode développée ici, au Haras Beaumont. » Une musique dramatique retentit dans les haut-parleurs, et les portes du paddock central s'ouvrirent. Amélie entra, simple et digne dans ses vêtements ordinaires. Des murmures déçus parcoururent l'assistance élégante qui s'attendait visiblement à plus de folklore et d'exotisme. Beaumont, remarquant cette réaction, fit un geste agacé vers la régie sonore pour augmenter la musique, tentant de compenser ce qu'il percevait comme un manque de spectacle. Dans l'enclos adjacent, Tempête s'agitait nerveusement, perturbée par la foule et le bruit. Les palefreniers tentaient de la préparer pour son entrée, mais la jument résistait, ses yeux roulants de peur. Amélie, percevant immédiatement la détresse de Tempête, leva la main pour interrompre la musique. « Laissez-nous seuls », ordonna-t-elle aux palefreniers qui s'acharnèrent sur la jument. Ce n'est pas un spectacle de force, mais de confiance. Un silence inconfortable s'installa quand Amélie s'assit simplement au centre de l'arène, plaça quelques brins de lavande à côté d'elle et commença à jouer son violon. La mélodie, douce et mélancolique, s'éleva dans l'air immobile de l'après-midi. Beaumont s'approcha du bord de l'arène, le visage rouge de colère. « Fais quelque chose de spectaculaire », siffla-t-il. « Il s'ennuie. » Amélie l'ignora et commença à parler tout en jouant, sa voix portée par les microphones disséminés autour de l'arène. Elle raconta l'histoire de Tempête. Non pas la version officielle, mais celle qu'elle avait découverte. L'histoire d'une jument qui avait peut-être sauvé une enfant d'un incendie dévastateur, qui portait les cicatrices physiques et émotionnelles de cette nuit tragique. Sa voix se mêlait aux notes du violon, créant une atmosphère envoûtante qui captivait progressivement l'audience. Les chuchotements cessèrent, remplacés par une attention intense. Les portes de l'enclos adjacent s'ouvrirent lentement. Tempête apparut, hésitante, ses oreilles dressées vers la musique et la voix familière. Elle resta immobile un instant,
scrutant la foule avec méfiance. « Viens si tu veux », dit doucement Amélie sans cesser de jouer. « Reste là-bas si tu préfères. C'est ton choix. » La veille de la démonstration, alors qu'elle caressait le cou de Tempête sous le ciel étoilé de Camargue, Amélie sentit un frisson lorsque la jument pressa le museau contre sa marque de naissance. Ce n'était pas simplement une histoire de dompteur et d'animal, mais de deux survivantes unies par un feu qui aurait dû les consumer 15 ans auparavant. Tempête hésita à l'entrée de l'arène, ses naseaux frémissant sous l'effet de l'anxiété. L'éclat de 1000 regards étrangers, l'odeur de parfums inconnus et le bourdonnement des conversations formaient un mur invisible qui semblait l'empêcher d'avancer. Amélie continuait à jouer, ses doigts dansant sur les cordes de son violon, créant un pont sonore entre elles deux, une invitation, non une exigence. Le public retenait son souffle. Le moment s'étirait comme une corde trop tendue. Puis, lentement, un sabot après l'autre, Tempête commença à avancer vers la musique, vers cette voix qui lui parlait depuis des semaines sans jamais exiger. « Elle vient !» murmura quelqu'un dans la foule, brisant momentanément le silence révérencieux qui s'était installé. Beaumont, depuis sa place privilégiée, observait la scène avec des émotions contradictoires. L'irritation initiale face au refus d'Amélie de se conformer au spectacle qu'il avait imaginé cédait progressivement place à une réalisation plus pragmatique. Ce qui se déroulait sous ses yeux captivait l'audience bien plus qu'un simple numéro de dressage. Tempête s'approchait par spirale concentrique, s'arrêtant parfois pour observer, avant de reprendre sa progression vers Amélie. Ses oreilles, constamment dirigées vers la jeune fille, trahissaient son attention totale. « Regardez comment elle se déplace », expliquait Amélie entre deux phrases musicales. « Elle n'est pas forcée, elle choisit chaque pas. » Lorsque Tempête arriva finalement à quelques mètres d'Amélie, la jument s'immobilisa, comme pour évaluer une dernière fois la situation. Puis, dans un geste qui arracha un murmure collectif à l'audience, elle s'avança jusqu'à toucher délicatement le violon du bout de ses naseaux. Une petite fille assise au premier rang pointa du doigt. « Maman, le cheval pleure !» s'exclama-t-elle assez fort pour être entendue de tous. En effet, quelque chose qui ressemblait étrangement à une larme brillait au coin de l'œil de Tempête, scintillant sous le soleil de l'après-midi. Cette manifestation d'émotion, si humaine chez cet animal craint de tous, provoqua une onde d'émotion dans l'assistance. Beaumont, prompt à saisir le changement d'atmosphère, s'approcha rapidement du micro. « Voilà la méthode Beaumont, révolutionnaire, humanitaire, naturelle », proclama-t-il avec emphase, s'appropriant instantanément la magie dont il était témoin. Après la démonstration, qui s'acheva par Tempête marchant paisiblement aux côtés d'Amélie autour de l'arène, les applaudissements retentirent longuement. Des journalistes se précipitèrent pour prendre des photos, tandis que Beaumont orchestrait savamment ce moment médiatique. Il passa un bras autour des épaules d'Amélie pour les photographes, affichant un sourire triomphal. « Prépare tes bagages, ma petite gitane », murmura-t-il dans son oreille sans cesser de sourire. « Nous partons en tournée. Paris, Londres, New York. Le monde entier paiera pour voir ce spectacle, que tu le veuilles ou non. » Les jours qui suivirent confirmèrent les intentions de Beaumont. Amélie fut transférée dans un nouveau logement, une chambre luxueuse dans l'aile résidentielle du domaine, loin des quartiers modestes des employés. « Tes nouvelles quartiers, dignes de la nouvelle star du haras Beaumont », annonça Beaumont en lui ouvrant la porte d'une chambre élégamment meublée, avec vue sur les paddocks. « Tu comprends maintenant l'ampleur de ce que nous avons créé ?» Amélie restait silencieuse, observant le lit à baldaquin, les rideaux de soie, la salle de bain en marbre. Ce confort apparent ressemblait davantage à une prison dorée qu'à une récompense. Le lendemain matin, elle découvrit une garde-robe entière de vêtements neufs dans l'armoire en acajou. Des tenues équestres sur mesure, des robes élégantes, des chaussures italiennes. Rien qui ne ressemblait à ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. Au petit déjeuner, servi sur la terrasse par une domestique silencieuse, Beaumont lui présenta un classeur épais. 6 heures d'entraînement par jour. Le Grand Prix n'est que dans 2 mois. Nous devons être prêts. Amélie parcourut le document, son inquiétude grandissant à chaque page. C'est trop intensif. Tempête n'est pas habituée à un tel régime. Elle s'adaptera, trancha Beaumont. Tu t'adapteras aussi. Les séances d'entraînement imposées commencèrent dès ce jour.
Sous la surveillance constante de Philippe, Amélie devait guider Tempête à travers des exercices de dressage de plus en plus complexes. La jument, sensible à la tension croissante, montrait des signes d'anxiété, queue agitée, oreilles plaquées en arrière par moments, résistance à certains mouvements. « Elle est fatiguée », plaida Amélie après 4 heures d'exercice. « Elle a besoin de repos. » « Le programme dit 6 heures, » répondit froidement Philippe. « Monsieur Beaumont veut des résultats rapides. » Même ses communications avec l'extérieur semblaient se contrôler. Un soir, alors qu'elle tentait d'appeler sa grand-mère depuis le téléphone de la cuisine, elle surprit Philippe qui la surveillait discrètement. Elle a essayé de téléphoner à sa grand-mère 2 fois aujourd'hui, rapporta-t-il plus tard à Beaumont, ignorant qu'Amélie pouvait l'entendre depuis le couloir. Marcel, inquiet de ces développements, parvint à trouver un moment pour parler à Amélie en privé, profitant d'une rare occasion où Philippe était occupé ailleurs. « Méfie-toi, petite. Les cadeaux de Beaumont sont des chaînes dorées, » avertit le vieil homme. « Il a transformé des champions en marchandises toute sa vie. Ne le laisse pas faire pareil avec toi et Tempête. » Sophie, de son côté, menait sa propre enquête discrète. En feuilletant des documents dans le bureau de Beaumont pendant qu'il était à Paris, elle découvrit des contrats alarmants. « Il a vendu les droits pour un documentaire et une tournée mondiale », révéla-t-elle à Amélie lors d'une consultation vétérinaire de routine. Tempête sera exhibée dans 10 pays différents après le Grand Prix. Cette révélation poussa Amélie à confronter Beaumont directement lors de son retour. Elle le trouva dans son bureau, signant de nouveaux contrats. « Vous ne pouvez pas décider de nos vies comme ça, » protesta-t-elle. « Tempête n'est pas un jouet, et je ne suis pas votre employé à exploiter. » Beaumont leva les yeux, un sourire froid aux lèvres. « Regarde ces papiers, » dit-il en lui tendant un document officiel. « J'ai déposé la marque Amélie & Tempête. Légalement, votre histoire m'appartient. Une histoire ne se possède pas. Dans ce monde, ma chère, tout se possède, avec les bons avocats. » Il rangea le document dans un tiroir. « Sois raisonnable. Je t'offre la richesse, la célébrité, tout ce qu'une fille de ton origine pourrait rêver d'obtenir. » La prison dorée se refermait un peu plus chaque jour. Jean-Pierre, venu aux nouvelles après avoir entendu parler de la démonstration spectaculaire, fut refoulé aux portes du domaine. « Monsieur Beaumont n'autorise plus les visiteurs non programmés », lui annonça un garde de sécurité récemment embauché. Tempête, comme en écho à la situation d'Amélie, montrait des signes croissants de détresse. Elle mangeait moins, son regard perdait de son éclat, et elle résistait de plus en plus aux exercices de dressage imposés. Un matin, Amélie reçut une lettre transmise secrètement par Sophie. Elle provenait de sa grand-mère, apportée par un enfant du campement qui avait réussi à la glisser à la vétérinaire au marché d'Arles. « Les chaînes visibles ne sont pas les plus dangereuses, ma fille », écrivait Esmeralda. « Rappelle-toi que ta liberté et celle de Tempête sont liées. Si ton esprit reste libre, aucun contrat ne peut vous emprisonner vraiment. » Ces mots renforcèrent la détermination d'Amélie. Lors de la séance d'entraînement ce jour-là, elle modifia subtilement les exercices, incorporant davantage de pauses, de moments de liberté pour Tempête. La jument répondait positivement à ces changements, retrouvant momentanément son énergie. Beaumont, cependant, s'impatientait devant ce qu'il percevait comme des progrès trop lents. Un matin, une limousine noire franchit les grilles du domaine. Un homme en descendit, grand, sec, le visage marqué par des décennies passées à briser la volonté des chevaux les plus obstinés. « Voici notre nouveau consultant », annonça Beaumont en présentant le visiteur à Amélie. « Monsieur Dubois, il a formé 3 champions olympiques. » Dubois examina Tempête avec un regard clinique, froid. « Trop de douceur », diagnostiqua-t-il après avoir observé une séance. « Les chevaux sont comme les femmes, ils ont besoin d'une main ferme. » Cette remarque fit frémir Amélie, mais elle garda son calme, consciente que montrer sa colère ne ferait qu'empirer la situation. Ce soir-là, profitant d'un moment où Dubois déballait ses affaires dans le cottage qui lui avait été assigné, Amélie s'introduisit discrètement dans la pièce. Ce qu'elle découvrit confirma ses pires craintes. Des éperons à pointes aiguisées, des morts particulièrement sévères, et pire encore, dissimulés sous des couvertures, un objet qu'elle reconnut immédiatement, une cravache électrique, équipement interdit dans toutes les compétitions officielles. Le cœur battant, elle regagna sa chambre,
l'esprit en ébullition. Elle devait agir, et vite. Tempête ne survivrait pas aux méthodes de Dubois, du moins pas en tant qu'être sensible et confiant qu'elle était devenue. Le lendemain, Beaumont convoqua Amélie dans son bureau pour lui présenter le nouveau programme d'entraînement intensif élaboré par Dubois. Ces termes étaient sans appel. « Si vous refusez de travailler avec M. Dubois ou tentez de fuir, dit-il avec une voix calculatrice tout en signant de nouveaux contrats, non seulement vous ne reverrez jamais Tempête, mais je garantis que votre petite communauté Romani trouvera les autorités très intéressées à investiguer leur présence irrégulière dans les marais de Camargue. » La menace à peine voilée de Beaumont résonnait encore dans l'esprit d'Amélie, tandis qu'elle quittait son bureau, les jambes tremblantes. Le pouvoir qu'il exerçait désormais sur elle dépassait la simple relation employeur-employé. Il tenait entre ses mains le destin de toute sa communauté. Le lendemain matin, Philippe frappa à sa porte avant même le lever du soleil. « Tes affaires ont été déménagées », annonça-t-il avec un plaisir évident. « Suis-moi. » Amélie fut conduite à travers le domaine jusqu'à une élégante dépendance adjacente à la maison principale. Une chambre 3 fois plus grande que son modeste logement l'attendait, avec des meubles anciens, un lit à baldaquin et une vue imprenable sur les collines de Camargue. « Tes nouvelles quartiers, dignes de la nouvelle star du Haras Beaumont, déclara Beaumont qui l'attendait, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu t'habitueras vite au confort. » Amélie parcourut la pièce du regard, notant la porte qui semblait équipée d'une serrure sophistiquée et les fenêtres dont elle doutait qu'elles s'ouvraient complètement. Le luxe ne masquait pas la réalité, c'était une cage dorée. Dans les jours qui suivirent, des colis arrivèrent quotidiennement, vêtements de créateurs, bijoux discrets mais coûteux, produits de beauté de luxe. Chaque article était soigneusement choisi pour transformer la simple gitane en une ambassadrice présentable du Haras Beaumont. Les repas, désormais servis par une domestique silencieuse sur une terrasse privée, étaient dignes d'un restaurant étoilé. Beaumont se joignait parfois à elle, parlant avec animation des projets qu'il envisageait pour leur collaboration. 6 heures d'entraînement par jour, annonça-t-il un matin en lui présentant un épais dossier. Le Grand Prix n'est que dans 2 mois, nous devons être prêts. Le programme détaillait minute par minute les exercices à réaliser avec Tempête, les mouvements de dressage à perfectionner, les techniques à maîtriser. Rien n'était laissé au hasard, ni à l'intuition qui avait pourtant créé la connexion unique entre Amélie et la jument. « C'est trop intensif », protesta-t-elle doucement. « Tempête n'est pas habituée à travailler ainsi. Elle s'adaptera, » trancha Beaumont, « comme toi. » Les séances d'entraînement devinrent rapidement éprouvantes. Sous le regard constant de Philippe et parfois de Beaumont lui-même, Amélie devait guider Tempête à travers des figures de dressage de plus en plus complexes. La jument, sensible à la pression ambiante, montrait des signes croissants d'anxiété. Ses oreilles se plaquaient en arrière, ses yeux roulaient nerveusement, et sa queue fouettait l'air avec agitation. « Elle essaie de comprendre », expliqua Amélie après une séance particulièrement difficile où Tempête avait refusé d'exécuter un passage latéral. « Mais nous allons trop vite. »« Le temps, c'est de l'argent, » répliqua Beaumont. « Et j'ai investi beaucoup des deux dans ce projet. » Plus troublant encore, Amélie remarqua que Tempête commençait à perdre l'étincelle qui avait illuminé son regard depuis leur connexion initiale. La jument accomplissait les exercices mécaniquement, comme résignée plutôt que consentante. Ses mouvements, autrefois fluides et gracieux, devenaient raides, calculés. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Amélie s'échappa de sa chambre luxueuse pour retrouver Tempête dans son box. La jument se tenait immobile dans un coin, tête basse, une posture qu'Amélie ne lui avait pas vue depuis leur première rencontre. « Que nous arrive-t-il » murmura-t-elle en posant son front contre l'encolure de Tempête. La jument frémit légèrement mais ne réagit pas davantage, comme si elle aussi commençait à se perdre dans cette nouvelle vie artificiellement construite. Amélie réalisa avec effroi qu'elles étaient toutes deux en train de s'effacer, de devenir les créatures que Beaumont voulait qu'elles soient, plutôt que celles qu'elles étaient réellement. Un après-midi, alors qu'elle tentait d'appeler sa grand-mère depuis le téléphone de la cuisine, Amélie surprit Philippe qui l'observait depuis le couloir. Elle a essayé de téléphoner à sa grand-mère 2 fois aujourd'hui, rapporta-t-il plus tard à Beaumont, ignorant qu'Amélie pouvait l'entendre depuis la pièce adjacente. « Surveille ses appels », ordonna Beaumont.
Je ne veux pas qu'elle reçoive des idées inappropriées de sa famille. Cette surveillance constante s'étendait à tous les aspects de sa vie. Ses interactions avec les autres employés étaient découragées. Ses sorties du domaine limitées aux apparitions publiques soigneusement orchestrées. Ses visiteurs filtrés. Même Marcel, qui avait été son premier allié, devait désormais demander une autorisation spéciale pour lui parler en dehors des séances d'entraînement. Un soir, profitant d'un rare moment où Philippe était occupé ailleurs, le vieil homme réussit à la prendre à part près des écuries. « Méfie-toi, petite, les cadeaux de Beaumont sont des chaînes dorées », chuchota-t-il en regardant nerveusement autour de lui. « J'ai vu ce qu'il a fait à d'autres avant toi. Des cavaliers prometteurs, des entraîneurs innovants. Il les transforme en marques, les exploite, puis les jette quand ils ne lui sont plus utiles. » Ces paroles confirmaient ce qu'Amélie commençait à comprendre. Sa chambre luxueuse, les vêtements coûteux, la nourriture exquise, tout cela n'était qu'un moyen de la rendre dépendante, reconnaissante, docile. Sophie, de son côté, menait sa propre enquête discrète. Un jour, pendant que Beaumont était à Paris pour une réunion, elle s'introduisit dans son bureau sous prétexte de chercher un dossier vétérinaire. Ce qu'elle découvrit la glaça. Il a vendu les droits pour un documentaire et une tournée mondiale, révéla-t-elle à Amélie lors d'un examen de routine de Tempête. 10 pays en 8 mois, des spectacles quotidiens. Tempête ne tiendra jamais à ce rythme, pas avec son historique traumatique. Cette révélation poussa Amélie à confronter Beaumont directement. Elle le trouva dans son bureau, signant de nouveaux contrats avec une équipe de production. « Vous ne pouvez pas décider de nos vies », protesta-t-elle. « Tempête n'est pas un jouet, et je ne suis pas votre employé à exploiter. » Beaumont congédia ses associés d'un geste, puis se tourna vers elle avec un sourire froid. « Regarde ces papiers, » dit-il en lui tendant un document officiel. « J'ai déposé la marque Amélie Intempête. Légalement, votre histoire m'appartient. Une histoire ne peut pas être possédée. Dans ce monde, ma chère, tout peut être possédé avec les bons documents et les bons avocats. » Il rangea le papier dans un tiroir. « Sois raisonnable. Je t'offre une vie que tu n'aurais jamais pu imaginer dans ton campement. » La prison, bien que dorée, se refermait un peu plus chaque jour. Même Jean-Pierre, qui avait tenté de lui rendre visite après avoir entendu parler de la démonstration spectaculaire, fut refoulé aux portes du domaine. « Monsieur Beaumont n'autorise plus les visiteurs non programmés », annonça un garde de sécurité nouvellement embauché. Tempête semblait refléter l'état d'esprit d'Amélie. Jour après jour, la jument perdait son éclat. Elle mangeait moins, son regard devenait terne, et elle exécutait les exercices de dressage avec une résignation mécanique qui brisait le cœur d'Amélie. « Elle s'éteint », confia-t-elle à Sophie lors d'un examen. « C'est comme si elle abandonnait. »« Pas seulement elle », répondit doucement la vétérinaire en regardant Amélie avec inquiétude. « Tu maigris, tu ne souris plus. Vous vous éteignez ensemble. » Un matin, Sophie apporta discrètement à Amélie une lettre de sa grand-mère, transmise par un enfant du campement qui avait réussi à la glisser à la vétérinaire au marché d'Arles. « Les chaînes visibles ne sont pas les plus dangereuses, ma fille, » écrivait Esmeralda. « Rappelle-toi que ta liberté et celle de Tempête sont liées. Si ton esprit reste libre, aucun contrat ne peut vous emprisonner vraiment. » Ces mots réveillèrent de quelque chose en Amélie. Cette nuit-là, elle s'introduisit dans l'écurie et passa des heures avec Tempête. Non pas à s'entraîner, mais simplement à être présente, à jouer du violon comme dans leurs premiers moments ensemble. Progressivement, la jument sembla se ranimer, ses oreilles s'orientant vers la musique, ses yeux retrouvant une étincelle d'intérêt. « Nous allons trouver un moyen », promit Amélie, caressant l'encolure de Tempête. « Nous ne sommes pas encore vaincus. » Cependant, Beaumont, impatient de voir des résultats plus rapides avant le Grand Prix, prit une décision qui allait changer la donne. Un matin, une limousine noire franchit les grilles du domaine. Un homme grand et sec en descendit, son visage buriné portant les marques de décennies passées à briser la volonté des chevaux les plus obstinés. « Voici notre nouveau consultant », annonça Beaumont en présentant le visiteur à Amélie. « Monsieur Dubois, il a formé 3 champions olympiques. » Dubois examina Tempête avec un regard clinique qui fit frémir Amélie. Il observa une séance d'entraînement en silence, puis délivra son verdict sans émotion. « Trop de douceur », déclara-t-il. « Les chevaux sont comme les femmes, ils ont besoin d'une main ferme. » Cette remarque révélait tout ce qu'Amélie avait besoin de savoir sur sa philosophie.
Elle échangea un regard inquiet avec Sophie, qui avait également assisté à la séance. Ce soir-là, profitant d'un moment où Dubois s'était absenté pour dîner, Amélie s'introduisit discrètement dans le cottage qui lui avait été assigné. Ce qu'elle découvrit confirma ses pires craintes. Des morts particulièrement sévères, des éperons à pointes aiguisées et dissimulés sous des couvertures, un objet qu'elle reconnut immédiatement. Une cravache électrique, équipement interdit dans toutes les compétitions officielles pour sa cruauté. Le cœur battant, elle photographia ces objets avec le téléphone portable que Sophie lui avait prêté, puis quitta la pièce aussi silencieusement qu'elle y était entrée. Le lendemain, Beaumont convoqua Amélie dans son bureau pour lui présenter le nouveau programme d'entraînement intensif élaboré par Dubois. Ces termes étaient sans appel. « Si vous refusez de travailler avec Monsieur Dubois ou tentez de fuir, dit-il avec une voix calculatrice tout en signant de nouveaux contrats, non seulement vous ne reverrez jamais Tempête, mais je garantis que votre petite communauté romanie trouvera les autorités très intéressées à investiguer leur présence irrégulière dans les marais de Camargue. » La menace de Beaumont planait désormais sur Amélie comme une ombre toxique. Dans sa chambre luxueuse, elle passa une nuit agitée, tournant et retournant les options qui s'offraient à elle. Fuir signifierait abandonner Tempête aux méthodes brutales de Dubois. Refuser ouvertement de coopérer mettrait en danger sa communauté. Il ne lui restait qu'une voie étroite entre ces deux précipices. À l'aube, sa décision était prise. Elle se présenterait aux séances d'entraînement, feindrait de suivre les instructions, mais protégerait Tempête à sa manière. Le soleil se levait à peine lorsqu'elle rejoignit Dubois dans le manège principal. L'homme l'attendait, un fouet traditionnel à la main, examinant Tempête d'un œil critique. « Bonjour, monsieur Dubois, » dit-elle avec une déférence calculée. « Je suis prête à apprendre vos méthodes. » Le dresseur la toisa avec suspicion, surpris par ce changement d'attitude. « Vraiment ? J'aurais cru que tu résisterais davantage. »« Vous avez l'expérience que je n'ai pas, » répondit-elle, baissant les yeux dans une posture de soumission qui semblait le satisfaire. « Bien. Nous commencerons par renforcer son respect de l'autorité. Un cheval doit craindre son maître avant de pouvoir vraiment lui obéir. » Amélie hocha la tête tout en observant Tempête. La jument, percevant immédiatement la tension, s'était raidie, ses oreilles plaquées en arrière, son regard méfiant revenu. Pendant les 2 heures qui suivirent, Amélie suivit ostensiblement les instructions de Dubois, tout en les modifiant subtilement. Quand il exigeait une correction brusque, elle l'adoucissait imperceptiblement. Lorsqu'il demandait une pression constante sur les rênes, elle l'allégeait dès qu'il détournait le regard. Et surtout, elle maintenait un flux constant de communication silencieuse avec Tempête, un léger murmure inaudible pour Dubois, un toucher apaisant quand il ne regardait pas. « Ignore ce qu'il dit », chuchota-t-elle pendant que Dubois consultait ses notes. « Écoute seulement ma voix intérieure quand nous sommes dans l'arène. » Tempête, créature d'une intelligence émotionnelle remarquable, semblait comprendre le jeu. Elle montrait juste assez de soumission pour satisfaire Dubois, tout en répondant véritablement aux signaux invisibles d'Amélie. À la fin de la séance, Dubois semblait modérément satisfait. « Elle répond mieux que prévu. Peut-être n'est-elle pas aussi sauvage qu'on le dit. »« C'est grâce à vos méthodes, monsieur, » répondit Amélie avec une humilité feinte. Cette stratégie de résistance silencieuse se poursuivit jour après jour. Pendant que Dubois croyait imposer sa discipline, Amélie développait un langage secret avec Tempête, un code de signaux imperceptible pour les observateurs. Un léger claquement de langue signifiait « ignore l'ordre suivant ». Une pression du genou gauche remplaçait un coup de cravache. Un souffle particulier dans sa crinière indiquait un changement de direction. Les nuits, quand le haras s'endormait, Amélie se glissait hors de sa chambre dorée pour rejoindre Tempête dans son box. C'était là, dans l'intimité des ombres, qu'elle perfectionnait leur langage secret, loin des regards inquisiteurs. « Demain, quand il demandera le passage, tu résisteras d'abord, » expliquait-elle en caressant l'encolure de la jument. « Puis, à mon signal, tu l'exécuteras parfaitement, mais seulement pour moi, pas pour lui. » Marcel, qui avait observé cette résistance silencieuse, trouva un moyen de communiquer discrètement avec Amélie. Il commença à laisser de petits bouquets d'herbes fraîches dans les seaux d'eau ou accrochés aux rênes, un code ancestral que les gitans utilisaient depuis des générations pour transmettre des messages.
lavande pour danger, romarin pour espoir, thym sauvage pour réunion. Un matin, Amélie trouva un brin de thym sauvage noué d'un fil rouge. Le message était clair. Rendez-vous près du vieux saule, à l'extrémité du domaine. À midi, prétextant une pause, elle s'y rendit et trouva non seulement Marcel, mais aussi Sophie, et, plus surprenant encore, Jean-Pierre. « Nous formons une alliance », expliqua Sophie à voix basse. Jean-Pierre a parlé aux autres éleveurs de la région. Marcel communique avec les employés mécontents du haras. Nous sommes plus nombreux que tu ne penses. Beaumont a des ennemis partout, ajouta Jean-Pierre. Des gens dont il a volé les terres, ruiné les affaires, exploité le travail. Ils attendent juste le bon moment. Mais que pouvons-nous faire ? Demanda Amélie. Il a tout le pouvoir légal. Nous documentons tout, répondit Sophie. Les méthodes de Dubois, les contrats abusifs, la détention quasi forcée. S'il va trop loin, nous aurons des preuves. Cette conversation redonna espoir à Amélie. Elle n'était plus seule face à l'Empire Beaumont. Pendant ce temps, dans le campement Romani, Esmeralda s'inquiétait pour sa petite fille. Les nouvelles qui lui parvenaient par les enfants du campement, seuls autorisés à se faufiler près du haras sans éveiller les soupçons, étaient préoccupantes. Un soir, elle rassembla les anciens autour du feu. Des bougies furent allumées, formant un cercle parfait. Au centre, Esmeralda déposa une photographie d'Amélie et un ruban qui lui appartenait. « Ces nœuds invisibles qui lient notre fille, nous les coupons ce soir », déclara-t-elle en Romani, commençant une cérémonie ancestrale rarement pratiquée. Les jours passaient, et la frustration de Dubois grandissait. Malgré ses méthodes éprouvées, Tempête semblait progresser uniquement en présence d'Amélie. Dès que la jeune fille s'éloignait, la jument redevenait distante, parfois même obstinément rebelle. Elle comprend les commandes, je le sais, mais elle n'obéit qu'à cette fille, se plaignit-il à Beaumont après une séance particulièrement infructueuse. Beaumont, qui avait investi des sommes considérables dans ce projet et voyait la date du Grand Prix approcher, commençait à perdre patience. « Je me fiche de la méthode, je veux des résultats. La compétition approche. » Cette pression croissante rendait Dubois de plus en plus agressif. Il surveillait Amélie avec une méfiance grandissante, convaincu qu'elle sabotait secrètement son travail. Un matin, alors qu'Amélie travaillait seule avec Tempête avant l'arrivée de Dubois, la jument exécuta une série de mouvements parfaits. Pirouettes, passages, piaffés, avec une grâce et une précision stupéfiantes. C'était leur secret. La nuit, elle travaillait véritablement. Le jour, elle prétendait lutter contre la résistance de l'animal. Ce que ni l'une ni l'autre ne savaient, c'est que Dubois les observait depuis l'ombre d'un pilier. Son visage se durcit de colère en comprenant la supercherie. Le lendemain, il arriva à la séance avec un nouvel équipement. Dans sa main, Amélie reconnut immédiatement l'objet qu'elle avait découvert dans sa chambre. La cravache électrique, dissimulée sous un étui en cuir ordinaire. « Aujourd'hui, nous progressons aux méthodes avancées », annonça-t-il froidement. « Cette jument apprendra que la désobéissance a un prix. » Tempête, sentant immédiatement le danger, commença à s'agiter. Ses naseaux dilatés, ses yeux roulants dans leurs orbites trahissaient sa panique naissante. « Monsieur Dubois, cet équipement est interdit dans les compétitions, » protesta Amélie, le cœur battant. « Ce qui compte, c'est le résultat le jour de la compétition. Personne ne saura comment nous y sommes arrivés. » Il s'approcha de Tempête, cravache levée. « Tiens-la fermement. » En un instant, la résistance silencieuse d'Amélie se transforma en rébellion ouverte. « Assez de douceur. Aujourd'hui, elle apprendra le respect, » cria Dubois en s'avançant vers Tempête. « Touchez-la avec ça et je révélerai tout à la presse » s'écria Amélie en se plaçant entre la jument et le dresseur. Le cri attira l'attention des palefreniers et des employés qui travaillaient à proximité. Ils s'arrêtèrent, observant la scène avec un mélange de choc et d'indignation. Même ceux qui avaient gardé leur distance avec la gitane semblaient révoltés par l'instrument que brandissait Dubois. Beaumont, alerté par le bruit, arriva en courant, son visage passant de la colère à l'inquiétude calculée en constatant le nombre de témoins. « Nous n'utilisons pas ces méthodes à Haras-Beaumont », déclara-t-il avec une indignation feinte. « Dubois, rangez cela immédiatement. » Le dresseur, décontenancé par ce désaveu public, abaissa son bras. « Vous m'avez demandé des résultats rapides.
protesta-t-il à mi-voix. Pas comme ça, trancha Beaumont, conscient des regards désapprobateurs. Puis, se tournant vers Amélie, « Quant à toi, tu es trop émotionnel. Tu n'approcheras pas Tempête pendant 3 jours. C'est pour votre bien à toutes les deux. » Cette punition, prononcée d'une voix faussement concernée, était en réalité la plus cruelle qu'il pouvait infliger. Séparer Amélie et Tempête, c'était briser le cœur même de leur résistance commune. 2 palefreniers encadrèrent Amélie, l'escortant fermement jusqu'à sa chambre dans la résidence principale. La porte se referma derrière elle, et le déclic de la serrure confirma ce qu'elle savait déjà. Elle était prisonnière. De sa fenêtre, elle pouvait voir l'écurie où Tempête était maintenue. La distance entre elles, à peine 200 mètres, semblait soudain infranchissable. Les heures s'écoulèrent lentement. La nuit tomba sur le domaine, enveloppant les bâtiments dans un silence oppressant. Amélie, assise près de sa fenêtre, observait les lumières s'éteindre une à une. Soudain, un bruit attira son attention, un hennissement déchirant, suivi du fracas de sabots contre du bois. Puis un autre, plus fort encore. Les écuries s'animèrent, des lumières s'allumèrent, des silhouettes se précipitèrent vers le box de Tempête. Nuit après nuit, les travailleurs du haras furent réveillés par des relinchauds desesperados et des coups violents provenant de l'écurie isolée. Tempête, séparée d'Amélie, démolissait sa baïa avec des coups de sabot frénétiques, tandis que dans la mansion, enfermée dans sa chambre luxueuse qui ressemblait maintenant à une cellule, Amélie sentait chaque coup comme s'il frappait son propre corps. Le fracas des sabots de Tempête résonnait dans tout le haras, comme un tambour sauvage battant au rythme de sa détresse. À l'aube du 2e jour de séparation, les palefreniers se tenaient à distance respectueuse du box, contemplant avec impuissance les dégâts. La porte en bois massif présentait des fissures profondes, les barreaux métalliques étaient tordus, et la litière gisait éparpillée comme après une tempête. « Elle n'a pas touché à sa nourriture depuis hier », murmura l'un d'eux à Sophie qui arrivait en hâte, sa trousse vétérinaire à la main. La jument se tenait dans un coin, les flancs creusés, le regard fiévreux. Des plaies ouvertes marquaient ses jambes, là où elle s'était blessée en tentant de s'échapper. Sa robe noire, autrefois luisante, était terne et maculée de sueur séchée. « Elle se laisse mourir », constata Sophie après un examen visuel. « Je dois l'approcher pour évaluer ses blessures. »« Impossible », répondit Philippe, qui supervisait la situation. « Elle charge quiconque s'approche. Durand a failli perdre un œil ce matin. » Sophie secoua la tête. « Alors nous n'avons pas le choix. Il faut prévenir Beaumont et lui faire comprendre la gravité de la situation. » Dans sa chambre luxueuse, Amélie n'était pas en meilleur état. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond d'un regard vide. Une fièvre inexplicable l'avait saisie pendant la nuit, son corps brûlant comme si elle partageait la douleur de Tempête. La marque en croissant sur son poignet était devenue rouge et chaude au toucher. Quand Sophie fut finalement autorisée à la voir, elle fut choquée par son apparence. « Ta température est très élevée », constata-t-elle en posant une main fraîche sur son front. « Et regarde ton poignet, c'est presque comme une brûlure. »« Comment va Tempête ?» murmura Amélie, sa voix à peine audible. Sophie hésita avant de répondre honnêtement. « Mal, elle refuse de s'alimenter et s'est blessée en tentant de s'échapper. Personne ne peut l'approcher. » Ces nouvelles semblèrent intensifier la douleur d'Amélie. « Je dois la voir, s'il vous plaît. » La vétérinaire serra les lèvres, puis acquiesça. « Je vais parler à Beaumont. Il doit comprendre que cette situation est dangereuse pour vous deux. » Laurent Beaumont n'était pas un homme facile à convaincre, surtout quand son autorité était remise en question. Pourtant, face aux données cliniques que Sophie lui présenta dans son bureau, son assurance habituelle sembla vaciller. Sa température monte depuis 3 jours. « Et regardez les signes vitaux de Tempête », insista Sophie en étalant des graphiques sur le bureau en acajou. « C'est comme si elle partageait un système immunitaire. Si l'une meurt... » « Ne soyez pas mélodramatique, » l'interrompit Beaumont, mais son ton manquait de conviction. « Ce n'est pas du mélodrame, c'est de la science. Laissez-moi documenter ce phénomène. Permettez une visite supervisée. Si j'ai tort, vous n'aurez rien perdu. » Après une longue hésitation, Beaumont céda. « 1 heure, surveillez, et je veux un rapport complet sur ce phénomène. »
Le soleil de l'après-midi inondait la cour centrale quand Amélie, soutenue par Sophie, traversa lentement la distance qui la séparait des écuries. Ses jambes tremblaient sous l'effet de la fièvre, mais chaque pas semblait lui redonner un peu de force. Un petit groupe s'était formé devant le box de Tempête. Philippe, Dubois et quelques palefreniers maintenaient une distance prudente, comme face à une bête sauvage. Quand ils aperçurent Amélie, un murmure parcourut l'assemblée. « Écartez-vous » ordonna Sophie avec une autorité qui surprit tout le monde. À l'approche d'Amélie, un changement subtil s'opéra dans le comportement de Tempête. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, se redressèrent. Ses naseaux frémirent, captant l'odeur familière. Un hennissement doux, presque interrogatif, s'échappa de sa gorge. « Je suis là », murmura Amélie, s'approchant de la porte endommagée. Le réencontre émotionnante s'opéra dans un silence quasi religieux. Tempête s'avança lentement vers la jeune fille, son corps massif tremblant visiblement. Quand leurs fronts se touchèrent à travers les barreaux tordus, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un soupir collectif sembla parcourir l'écurie, comme si l'air lui-même se détendait. Sophie, carnet en main, commença immédiatement ses observations. Regardez les signes vitaux qui se normalisent chez les deux. C'est comme si elles partageaient le même système. La respiration de Tempête, auparavant rapide et superficielle, s'était apaisée. Ses pupilles, dilatées par la panique, reprenaient une taille normale. Plus remarquable encore, les plaies sur ses jambes semblaient moins enflammées, comme si la simple présence d'Amélie accélérait la guérison. « Fascinant », murmura Sophie, notant frénétiquement ses observations. La température d'Amélie baisse également. Son pouls se stabilise. Dubois observait la scène avec un mélange de scepticisme et d'irritation. « C'est de la chance, pas de la science. La science commence souvent par observer ce que nous ne comprenons pas encore », répliqua Sophie sans lever les yeux de son carnet. Cette première visite, limitée à 1 heure, fut suivie d'une autre le lendemain, puis d'une troisième. Chaque fois, Sophie documentait méticuleusement les changements physiologiques qui s'opéraient chez Amélie et Tempête quand elles étaient réunies, et leur détérioration quand elles étaient séparées. Au bout du 4e jour, même Beaumont ne pouvait plus nier l'évidence. « Très bien », concéda-t-il lors d'une réunion avec Sophie. « Elle peut reprendre l'entraînement avec la jument, mais Dubois supervisera, et je veux des progrès concrets vers le Grand Prix. » Pendant ce temps, l'histoire de la connexion miraculeuse entre Amélie et Tempête commençait à s'étendre au-delà des murs du haras. Jean-Pierre, fidèle à sa parole, avait mobilisé les éleveurs de chevaux de la région. Lors d'une réunion nocturne dans sa modeste cuisine, il exposa la situation à une douzaine d'hommes et de femmes au visage buriné par le soleil. « Ce n'est pas seulement une question de bien-être animal, c'est une question d'humanité », déclara-t-il avec passion. Beaumont traite cette fille comme il traite ses chevaux, comme des possessions à exploiter. Un vieil éleveur hocha gravement la tête. « Mon père disait toujours qu'on peut juger un homme à la façon dont il traite ceux qui sont en son pouvoir. »« Que pouvons-nous faire concrètement ?» demanda une jeune femme au fond de la pièce. « Observer, documenter, être présent, » répondit Jean-Pierre. « Et surtout, faire savoir à Beaumont qu'il est surveillé. » Dans les jours qui suivirent, une présence discrète mais constante se manifesta aux abords du haras. Des éleveurs venaient, par hasard, examiner les chevaux mis en vente. Des fermiers s'arrêtaient pour se reposer, près des clôtures. Des cavaliers amateurs passaient, par coïncidence, lors des séances d'entraînement d'Amélie. Marcel, encouragé par ce soutien extérieur, commença à rallier discrètement les employés du haras. Dans la salle de repos, pendant que Philippe était occupé ailleurs, il partageait ses inquiétudes. « Nous avons tous vu comment elle traite Tempête. Est-ce que nous restons silencieux quand Dubois sort sa cravache électrique? Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ce sera peut-être l'un d'entre nous qui déplaira à Beaumont. Les palefreniers, les jardiniers, même les cuisinières. Lentement. Une résistance silencieuse prenait forme au sein même du domaine. Dans le campement Romani, Esmeralda jouait également son rôle. Chaque jour de marché à Arles, elle s'installait avec ses herbes médicinales et, tout en servant ses clients, partageait l'histoire de sa petite fille. « Ma petite fille et sa jument, âme sœur emprisonnée par l'homme riche », racontait-elle aux lavandières, aux boulangers,
au fermier qui s'arrêtait à son étal. Deux êtres qui se guérissent mutuellement, séparés par la cupidité d'un seul. Cette histoire, simple mais puissante, touchait les cœurs dans une région où beaucoup avaient souffert de l'expansion des propriétés de Beaumont au fil des ans. Un jour, alors qu'Amélie travaillait avec Tempête dans le paddock principal, sous la surveillance désapprobatrice de Dubois, elle remarqua un homme qui l'observait attentivement. Grand, mince, avec des lunettes à monture épaisse et un carnet à la main, il ne ressemblait pas aux visiteurs habituels du haras. Plus tard, Sophie lui expliqua que cet homme était Antoine Mercier, journaliste d'investigation pour un quotidien respecté de Marseille. « Il est venu déguisé en livreur ce matin », chuchota-t-elle. Il a entendu des rumeurs troublantes sur la façon dont Beaumont gère ses affaires. Le lendemain, Mercier réapparut, cette fois sous l'apparence d'un acheteur potentiel. Il réussit à croiser Sophie près des écuries. « J'ai entendu des histoires troublantes. Avez-vous des preuves ?» murmura-t-il rapidement. Sans hésiter, Sophie lui glissa discrètement une épaisse enveloppe. Contrats, rapports médicaux, photos, tout est là. 3 jours plus tard, l'explosion médiatique que Beaumont redoutait tant se produisit. La manchette du journal régional, reprise ensuite par les quotidiens nationaux, était sans équivoque. Esclavage moderne en Camargue, la gitane et la jument prisonnière. L'article détaillait, preuves à l'appui, les méthodes contestables de Beaumont, les contrats abusifs, l'isolement forcé d'Amélie et les méthodes cruelles de Dubois. Des photographies montraient Tempête blessée après sa tentative d'évasion, la cravache électrique de Dubois et même Amélie, visiblement amaigrie, escortée comme une prisonnière dans le domaine. La réaction fut immédiate et dévastatrice pour la réputation soigneusement entretenue de Beaumont. Des manifestants, défenseurs des droits des animaux, soutiens de la communauté romanie, simples citoyens indignés, commencèrent à se rassembler aux portes du haras. Des pancartes proclamaient « Libérez Amélie et Tempête » ou « Non à l'exploitation des êtres sensibles ». Dans son bureau, Beaumont tenait une réunion de crise avec son équipe de relations publiques, son visage habituellement composé déformé par la panique. « Démentez tout. Dites que c'est moi qui les ai sauvés. Trouvez-moi un angle qui me présente comme le bienfaiteur. » Mais le mal était fait. L'histoire avait touché une corde sensible dans l'opinion publique. Une équipe de télévision nationale s'installa devant les grilles du domaine, diffusant des images en direct des manifestations grandissantes. Acculé, Beaumont accepta une interview télévisée dans l'espoir de contrôler les dégâts. Assis dans son bureau, impeccablement habillé comme toujours, il afficha une expression de sincère préoccupation. « J'ai toujours protégé Amélie et Tempête des intérêts commerciaux exploiteurs », déclara-t-il avec aplomb. « Notre programme de réhabilitation pour chevaux traumatisés est à la pointe du progrès. Quant à mademoiselle Dubois, elle est traitée comme un membre de ma famille. » Ces déclarations sonnaient creux face aux preuves accablantes publiées dans la presse. Même les politiques locaux, autrefois promptes à courtiser les faveurs de Beaumont, prenaient maintenant leur distance. Le maire d'Arles, sensible au vent qui tournait, arriva personnellement au haras dans l'après-midi. « Cette affaire attire une attention nationale indésirable. Nous devons trouver une solution qui satisfasse l'opinion publique, » déclara-t-il à Beaumont. Coincé entre la pression médiatique, les manifestations croissantes et l'abandon de ses alliés politiques, Beaumont cherchait désespérément une issue qui préserverait au moins une partie de son image. Tandis que des caméras de télévision s'agglomeraient au porton et que les protestos s'intensifiaient, Beaumont, acculé par l'opinion publique mais toujours déterminé à garder le contrôle, fit une annonce surprenante. « Pour démontrer ma bonne foi, j'organiserai un événement public où Amélie et Tempête auront toute liberté de montrer leur connexion et où j'annoncerai une décision qui surprendra tout le monde. » L'annonce de Beaumont circula comme une traînée de poudre. Un événement public où Amélie et Tempête pourraient démontrer leur connexion et une décision surprenante à venir. Les médias s'emparèrent immédiatement de cette nouvelle, spéculant sur les intentions réelles du propriétaire du haras. Était-ce une tentative sincère de réparation ou simplement une stratégie pour redorer son image ternie? Amélie, informée de cette décision par Sophie, accueillit la nouvelle avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Méfie-toi », l'avertit la vétérinaire dans l'intimité de l'écurie où elle s'était retrouvée. « Il transforme votre lien en spectacle pour sauver sa réputation. » « Je le sais.
répondit Amélie en caressant l'encolure de Tempête. Mais c'est peut-être notre seule chance. Dans les jours qui suivirent, les préparatifs pour l'événement battirent à leur plein. Des ouvriers montèrent des tribunes autour du grand pré central. Des banderoles furent accrochées aux grilles du domaine, et des invitations furent envoyées aux personnalités influentes de la région. Beaumont orchestrait personnellement chaque détail, déterminé à transformer cette crise en opportunité. Pendant ce temps, Dubois se préparait à sa façon. Amélie l'observa un matin depuis sa fenêtre, rassemblant discrètement des équipements dans sa sacoche. Dans les écuries, elle le surprit plus tard en train de dissimuler des morceaux de sucre et de petits dispositifs dans ses poches. « Les chevaux sont prévisibles », l'entendit-elle expliquer à Philippe. « Elle viendra à moi si j'utilise les bons stimuli. » C'est alors qu'Amélie comprit. L'événement public n'était pas simplement une démonstration. C'était un défi. Une compétition entre elle et Dubois pour prouver qui avait véritablement la connexion avec Tempête. La veille de l'événement, Beaumont confirma ses soupçons en la convoquant dans son bureau. « Demain sera décisif », annonça-t-il, un verre de cognac à la main. « Tempête sera libérée dans le Grand Pré. Dubois l'appellera d'abord, puis ce sera ton tour. »« Un concours » demanda Amélie, contenant sa colère. « Une démonstration objective », corrigea Beaumont avec un sourire calculateur. « Le public verra qui l'animal choisit naturellement. » Il lui tendit un petit sac. « Voici quelques avantages. Du sucre, des carottes, une essence que les chevaux adorent, pour équilibrer les chances. » Amélie repoussa le sac. « Je n'ai besoin que de mon violon. Notre connexion n'est pas basée sur des récompenses. » Le jour tant attendu se leva sous un ciel parfaitement bleu. Dès l'aube, des voitures commencèrent à arriver, formant une file impressionnante le long du chemin menant au haras. Les tribunes se remplirent rapidement. Journalistes, caméras de télévision, notables locaux, et même le préfet de région, tous attirés par la controverse qui entourait désormais le nom de Beaumont. L'atmosphère était électrique, mélange d'excitation et d'appréhension. Des murmures parcoururent la foule, tandis que les derniers préparatifs s'achevaient. Le grand pré central avait été entièrement clôturé, formant une arène naturelle où se jouerait ce spectacle inattendu. À 10 heures précises, Beaumont monta sur l'estrade installée face aux tribunes. Vêtu d'un costume impeccable, il salua l'assistance avec l'assurance d'un homme habitué aux projecteurs. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui Tempête démontrera que la confiance est plus forte que la contrainte, » déclara-t-il au microphone, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Vous serez témoin d'une connexion extraordinaire entre un animal et un humain, une connexion que le haras Beaumont a eu l'honneur de découvrir et de cultiver. » Amélie, qui attendait dans un coin discret, sentit son cœur se serrer devant cette appropriation éhontée de leur histoire. Mais elle resta silencieuse, concentrée sur ce qui allait suivre. Tempête fut amenée dans un enclos adjacent au Grand Pré. La jument semblait nerveuse, perturbée par la foule et l'agitation inhabituelle. Ses oreilles pivotaient dans toutes les directions, captant les bruits étrangers, et ses naseaux frémissaient, analysant les odeurs nouvelles. Pour garantir l'impartialité de cette démonstration, poursuivit Beaumont, notre expert équestre de renommée internationale, M. Dubois, sera le premier à tenter d'attirer Tempête. Puis ce sera au tour de Mademoiselle Dubois. Dubois entra dans le pré central, salué par des applaudissements polis. Vêtu d'une tenue d'équitation professionnelle, il affichait une confiance absolue. Dans sa main droite, Amélie pouvait voir qu'il tenait discrètement quelque chose, probablement du sucre ou des friandises pour attirer la jument. Les portes de l'enclos s'ouvrirent, et Tempête fut libérée dans le grand espace. Elle hésita un instant, puis avança prudemment, évaluant ce nouvel environnement. Sa queue fouettait l'air nerveusement, et ses mouvements trahissaient sa méfiance. Dubois commença sa démonstration avec des gestes assurés. Il appela Tempête d'une voix forte et claire, exhibant les techniques classiques du dressage professionnel. Il tendit la main, montrant les friandises qu'il avait préparées, puis claqua doucement de la langue, un signal que beaucoup de chevaux reconnaissent comme une invitation. Tempête l'observait à distance, immobile, les oreilles dressées. Elle ne montrait aucun signe d'agression, mais pas non plus la moindre intention d'approcher. « Viens ici », appela Dubois, sa voix perdant progressivement sa douceur affectée. Il tenta différentes approches, s'accroupir, lui tourner partiellement le dos,
agitait doucement la main contenant les friandises. Mais la jument maintenait obstinément sa distance. À chaque pas que Dubois faisait vers elle, elle reculait d'autant, préservant exactement le même espace entre eux. La frustration du dresseur devenait palpable. Son visage se crispait, et sa posture perdait en naturel. « Viens ici, bête stupide !» siffla-t-il entre ses dents, suffisamment fort pour que les premiers rangs l'entendent. Ce murmure hostile parcourut l'assistance comme une vague. Des regards désapprobateurs s'échangèrent. Dubois, conscient de sa gaffe, tenta de se reprendre, affichant à nouveau un sourire professionnel, mais le mal était fait. Après 15 minutes d'efforts infructueux, Beaumont intervint au microphone. « Merci, monsieur Dubois. Voyons maintenant l'approche de mademoiselle Dubois. » Un silence expectatif s'installa lorsqu'Amélie entra dans le pré. Contrairement à Dubois, elle était vêtue simplement, une chemise blanche, une jupe longue bleue et ses cheveux noirs libres sur ses épaules. Son seul accessoire était son vieux violon, qu'elle tenait contre elle comme un talisman. Tempête, qui s'était réfugiée à l'extrémité du pré, leva immédiatement la tête à son entrée. Ses oreilles se dressèrent, attentives. Amélie ne fit aucun effort pour appeler la jument. Elle marcha tranquillement jusqu'au centre du pré, s'assit simplement dans l'herbe et commença à accorder son violon. « Que fait-elle » murmura quelqu'un dans la foule. « Elle ne va même pas essayer ?» Un silence perplexe s'installa tandis qu'Amélie, apparemment indifférente aux milliers de regards fixés sur elle, vérifiait méticuleusement chaque corde. Puis, satisfaite, elle commença à jouer. Les premières notes s'élevèrent dans l'air immobile de cette matinée d'été, une mélodie romanie ancienne, à la fois mélancolique et vibrante d'espoir. Le son semblait flotter au-dessus du pré, porté par la brise légère qui faisait onduler l'herbe haute. Tempête redressa la tête au premier accord. Ses oreilles pivotèrent immédiatement vers la source de cette musique familière. Elle resta immobile quelques instants, comme si elle évaluait la situation, puis commença à marcher lentement vers Amélie. Un murmure d'excitation parcourut l'assistance. Dubois, qui attendait à l'extérieur du pré, appela désespérément la jument. « Tempête, viens ici !» Mais l'animal l'ignora complètement, chaque pas la rapprochant d'Amélie et de sa musique. La mélodie changeait subtilement, accompagnant l'approche de Tempête comme une conversation silencieuse entre elles. Amélie ne regardait pas directement la jument, respectant son autonomie, lui permettant de décider du rythme de leur rapprochement. Quand Tempête arriva à quelques mètres d'elle, Amélie leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent dans un moment d'intimité parfaite, malgré les milliers de témoins. La jument s'arrêta, hésita un instant, puis s'avança jusqu'à pouvoir toucher le violon du bout de ses naseaux. La musique s'arrêta. Un silence profond enveloppa le pré. Puis, dans un geste qui arracha un soupir collectif à l'assistance, Tempête fléchit lentement ses jambes avant et s'agenouilla devant Amélie, exactement comme lors de leur première véritable rencontre dans l'écurie sombre. Des applaudissements spontanés éclatèrent, rapidement transformés en ovations debout. Des exclamations d'émerveillement et même quelques larmes pouvaient être observées parmi les spectateurs, touchés par cette démonstration d'une connexion qui dépassait l'entendement. Ce moment de grâce fut brutalement interrompu. Dubois, humilié et furieux, franchit soudain la barrière et s'élança vers le centre du pré. « C'est de la sorcellerie !» cria-t-il, tirant de sa poche un objet qu'Amélie reconnut immédiatement. La cravache électrique, dissimulée sous un étui en cuir ordinaire. En un instant, la scène bascula du miracle à la menace. Des cris d'alarme s'élevèrent des tribunes. Des agents de sécurité commencèrent à courir vers le pré. Mais avant que quiconque puisse intervenir, Tempête réagit. D'un mouvement fluide, la jument se releva et se plaça entre Amélie et Dubois. Non pas avec agressivité, mais avec une détermination calme et absolue. Son corps massif formait un rempart vivant, protégeant la jeune fille du danger. Dubois s'arrêta net, désarçonné par cette réaction inattendue. La cravache tremblait dans sa main, impuissante face à cette démonstration de loyauté. Le silence retomba sur l'assemblée, un silence chargé d'émotion et de reconnaissance collective de ce qui venait de se produire. Ce n'était pas simplement un animal obéissant à un dresseur, mais un être conscient choisissant de protéger un autre être auquel il était lié.
Dans ce moment suspendu entre stupeur et révélation, Amélie se leva lentement. Caressant l'encolure de Tempête pour la rassurer, elle regarda directement vers Beaumont dans les tribunes. Sa voix, amplifiée par le micro laissé ouvert, résonna clairement dans tout le domaine. Ce n'est plus une question de qui possède qui, monsieur Beaumont. Maintenant, c'est l'heure de décider si vous serez rappelé comme l'homme qui a séparé ce que le destin a uni, ou celui qui a eu assez de sagesse pour reconnaître quelque chose de plus puissant que les contrats et l'argent. Les paroles d'Amélie résonnèrent dans le silence stupéfait qui enveloppait l'assemblée. Tempête, toujours positionnée comme un rempart protecteur entre la jeune fille et Dubois, maintenait sa posture alerte mais calme. Beaumont, figé dans les tribunes, sentait des milliers de regards se tourner vers lui, attendant sa réponse à cette confrontation publique. Après un moment qui sembla s'étirer indéfiniment, il s'avança vers le micro, son visage trahissant un conflit intérieur. Lorsqu'il parla enfin, sa voix avait perdu son assurance habituelle. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, s'éclaircissant la gorge, ce que nous venons de voir est remarquable. Une démonstration indéniable d'un lien que nous tous devons respecter. » Un murmure parcourut la foule. Personne ne s'attendait à cet aveu, aussi indirect soit-il. En reconnaissance de cette connexion spéciale, poursuivit Beaumont, pesant visiblement chaque mot, je fais don de Tempête à Amélie Dubois. Des applaudissements hésitants s'élevèrent, rapidement interrompus quand le maire d'Arles s'approcha du micro. L'homme politique, flairant une opportunité, posa une main sur l'épaule de Beaumont. Notre région a toujours respecté l'harmonie entre l'homme et la nature, déclara-t-il avec emphase. Ce que nous avons vu aujourd'hui transcende le simple dressage. C'est pourquoi je propose que les terres municipales près des marais deviennent un sanctuaire pour chevaux traumatisés, avec Amélie comme gardienne. Cette annonce déclencha une véritable ovation. Beaumont, pris de court par cette surenchère qui le dépossédait habilement de son geste généreux, tenta de maintenir un sourire cordial malgré la crispation visible de sa mâchoire. Les jours qui suivirent furent marqués par d'intenses négociations en coulisses. Dans la salle de conférence feutrée de la mairie d'Arles, Beaumont résistait point par point, clause par clause, tentant de préserver une partie de son contrôle sur ce qui devenait rapidement un projet populaire. Les coûts d'aménagement seront considérables, argumentait-il. Et qui financera l'entretien à long terme? Le département est prêt à investir, répliquait le maire. Et plusieurs associations ont déjà manifesté leur intérêt. Amélie, assise silencieusement à l'extrémité de la table, observait ces hommes de pouvoir débattre de son avenir et celui de Tempête. Sophie, à ses côtés, lui serrait occasionnellement la main en signe de soutien. Ce fut finalement l'intervention inattendue d'un journaliste parisien, révélant que plusieurs éminences du monde équestre souhaitaient visiter le futur sanctuaire, qui fit céder Beaumont. La perspective d'être perçu comme un obstacle à un projet désormais médiatisé nationalement était plus dommageable que l'abandon de ses revendications. Une semaine plus tard, une conférence de presse conjointe réunissait Beaumont, le maire et Amélie pour annoncer officiellement la création du sanctuaire Lune Croissante comme initiative collaborative. Beaumont, savamment positionné au centre des photographies, parlait maintenant du projet comme d'une vision qu'il avait toujours soutenue. Le retour d'Amélie au campement Romani fut célébré comme un triomphe. Esmeralda, entourée de toute la communauté, accueillit sa petite fille avec des larmes de joie. « Tu as transformé ta prison en liberté, et pas seulement pour toi », murmura-t-elle en serrant Amélie contre son cœur. Tempête, amenée au campement pour la première fois, observait cette scène avec une curiosité tranquille. Contrairement aux craintes de certains, elle ne montra aucune nervosité face aux couleurs vives des caravanes, à la musique ou aux enfants qui s'approchaient prudemment. Comme si elle reconnaissait instinctivement un lieu où l'on respectait la différence. L'automne céda la place à un hiver doux, durant lequel les travaux du sanctuaire commencèrent. Sur les terres municipales, en bordure des marais, là où autrefois les Romani campaient librement avant d'être repoussés vers des zones moins fertiles, des bâtiments simples mais fonctionnels commencèrent à s'élever. Des clôtures adaptées délimitaient de vastes enclos permettant aux futurs pensionnaires de se déplacer librement. Des abris ouverts, orientés pour protéger des vents dominants tout en laissant entrer le soleil hivernal, formaient des havres de tranquillité.
Un petit bâtiment central abriterait une modeste clinique vétérinaire et des quartiers d'habitation pour les soigneurs. Amélie participait à chaque décision, insistant pour que chaque aspect des installations respecte la nature profonde des chevaux, leurs besoins d'espace, de compagnie, de choix. « Pas de box fermée », répétait-elle aux architectes. Les chevaux traumatisés craignent l'enfermement plus que tout. Un matin brumeux de janvier, alors que les premières structures prenaient forme, une silhouette familière apparut à l'entrée du chantier. Marcel, son vieux sac de toile sur l'épaule, contemplait les lieux avec un sourire apaisé. « J'ai démissionné », annonça-t-il simplement quand Amélie vint l'accueillir. « 60 ans dans le même endroit, c'est assez. Je veux finir mes jours ici. » Son expérience inestimable devint rapidement une ressource précieuse. Sa connaissance des soins traditionnels, transmise par des générations de palefreniers, complétait parfaitement l'approche plus scientifique de Sophie, qui venait régulièrement superviser l'installation de la clinique vétérinaire. « Nous recevrons des étudiants qui veulent apprendre des méthodes alternatives », expliquait-elle avec enthousiasme en organisant l'espace médical. Des universités vétérinaires ont déjà manifesté leur intérêt pour des stages ici. Jean-Pierre, fidèle à sa parole, apporta sa contribution sous la forme de 3 juments Camargue d'âge mûr, connus pour leur tempérament équilibré. Ils aideront les chevaux traumatisés à réapprendre les comportements sociaux, expliqua-t-il en libérant les élégants chevaux blancs dans le plus grand enclos. Les chevaux guérissent les chevaux mieux que nous ne pourrons jamais le faire. Le printemps naissant vit arriver le premier véritable pensionnaire du sanctuaire. Un vieux cheval de trait abandonné après 15 ans de labeur dans une ferme voisine. L'animal, squelettique et couvert de cicatrices d'éperonage, gardait constamment la tête basse, comme attendant perpétuellement le prochain coup. Tempête, désormais parfaitement à l'aise dans son rôle de première résidente, approcha le nouveau venu avec une délicatesse surprenante. Sans imposer sa présence, elle se tenait simplement à proximité, broutant tranquillement, offrant une présence rassurante. « Elle fait exactement ce que tu as fait pour elle », observa Marcel, ému par cette scène. Elle lui montre qu'il est en sécurité ici. Jour après jour, d'autres chevaux arrivèrent, certains physiquement maltraités, d'autres portant des blessures plus invisibles. Un pur sang réformé des courses, incapable de supporter le contact d'une selle après une chute grave. Une jument de cirque terrorisée par le moindre bruit soudain. Un poney des Shetland sauvages d'agressivité après des années de manipulation brutale par des enfants sans surveillance. Pour chacun, Amélie et Tempête développaient une approche unique. Parfois, cela impliquait simplement une présence silencieuse pendant des jours, respectant l'espace de l'animal traumatisé. D'autres fois, la musique servait de pont, le violon d'Amélie créant un langage commun là où les mots humains échouaient. La communauté romani s'impliqua naturellement dans ce projet. Les femmes apportaient à leur connaissance des plantes médicinales, préparant des cataplasmes pour les blessures et des tisanes pour apaiser l'anxiété. Les hommes, habiles de leurs mains, réparaient clôtures et abris avec ingéniosité. Les enfants, après l'école, venaient simplement être présents, lisant à voix haute près des enclos, leur innocence offrant un réconfort que les adultes ne pouvaient apporter. Cette participation inattendue attira l'attention des villages environnants. Des visiteurs venaient d'abord par curiosité, puis revenaient comme bénévoles. Petit à petit, les préjugés s'estompaient face à cette collaboration visible entre communautés autrefois divisées. À l'approche de l'été, le sanctuaire avait pris sa forme définitive, non pas comme l'installation clinique et ordonnée qu'imaginaient initialement les architectes municipaux, mais comme un espace organique où chevaux et humains coexistaient dans un respect mutuel. Des chemins sinueux entre les enclos suivaient les trajectoires naturellement créées par l'usage. Des zones ombragées permettaient aux visiteurs d'observer sans déranger. Un petit amphithéâtre de pierre accueillait des discussions hebdomadaires sur le bien-être animal. La date de l'inauguration officielle fut fixée pour le solstice d'été, symbolisant le nouveau départ que représentait ce lieu. Les champs de lavande entourant le sanctuaire étaient alors en pleine floraison, leur parfum enveloppant les visiteurs dès leur arrivée. Ce jour-là, une foule impressionnante se rassembla. Officiels en costume, familles locales, journalistes et même quelques célébrités attirées par le caractère unique du projet. Les discours se succédèrent sur l'estrade installée à l'entrée,
chacun revendiquant discrètement une part du mérite de cette réalisation. À la surprise générale, Beaumont lui-même fit une apparition. Élégant comme toujours, mais visiblement moins arrogant, il présenta un chèque substantiel pour le fonctionnement du sanctuaire. « J'ai appris une leçon précieuse », admit-il avec une réticence à peine voilée devant les caméras. « Il y a des liens plus importants que l'argent ou les compétitions. » Son geste, bien que clairement calculé pour réhabiliter son image publique, fut néanmoins accueilli avec une politesse cordiale. Amélie elle-même accepta le don avec grâce, comprenant que la transformation du sanctuaire en succès reconnu était sa meilleure protection contre toute tentative future d'en prendre le contrôle. La cérémonie s'acheva par une démonstration sobre mais émouvante, non pas un spectacle équestre traditionnel, mais une simple présentation des résidents du sanctuaire, chacun avec son histoire, ses progrès, ses besoins spécifiques. Tempête, naturellement, menait cette procession, marchant librement aux côtés d'Amélie, sans licol ni contrainte. Après le départ des invités officiels et quand les derniers visiteurs eurent quitté les lieux, une célébration plus intime commença. La communauté romani installa un cercle de feu au centre du sanctuaire. Des violons et des guitares sortirent à des étuis, des voix s'élevèrent dans des chants anciens qui semblaient faire écho aux hennissements occasionnels des chevaux. À l'aube, alors que les dernières braises rougeoyaient encore, Amélie monta sur Tempête sans selle ni bride. Ensemble, suivis par quelques autres chevaux suffisamment rétablis pour apprécier une sortie, elles se dirigèrent vers les marais de Camargue, que le soleil levant teintait d'or et de rose. Esmeralda, assise près du feu mourant, les observait s'éloigner. Une jeune touriste qui avait obtenu la permission de rester pour la célébration nocturne s'approcha d'elle, fascinée par cette image. « Comment font-elles pour galoper ainsi, sans équipement ?» demanda-t-elle, émerveillée par la fusion parfaite entre cavalière et monture. La vieille femme sourit, ses yeux ne quittant pas les silhouettes qui s'éloignaient dans la lumière naissante. « Regarde comme ils galopent ensemble, » dit-elle doucement. « Ni jument, ni femme, ni romanie, ni française. Juste deux âmes qui se sont reconnues à travers le feu et la douleur. » À l'horizon, la silhouette d'Amélie se fondait avec celle de Tempête dans une harmonie parfaite. À l'aube, après l'inauguration, tandis qu'elle galopait librement sur Tempête à travers les marais sauvages de Camargue, sans selle ni reine, uniquement cette confiance mutuelle, elle réalisa que leurs marques de naissance identiques en forme de croissant n'étaient pas les symboles d'un passé partagé, mais les promesses d'un futur, où ni les chevaux ni les personnes n'ont besoin d'être domptés pour trouver leur véritable pouvoir.